Salut à tous et à toutes, bienvenue dans On ouvre une parenthèse, saison 2. Et oui, on est de retour avec plus de mauvaise foi, encore moins bien préparé, mais toujours avec la casquette de Nico. Toujours. Ça va Nico? Ça va bien et toi? Bah ça va pas mal. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre à cette table. Mais qui est-il? Se pourrait-il qu'il y ait un podcasteur, qui ait un autre podcast sérieux? Un podcasteur de renom? De renom? Célèbre? Effectivement. Salut Damien, comment ça va? Bonsoir les enfants, je vais pas taper sur la table, on va pas mal commencer cette saison 2. Et oui, vous n'y croyez pas, les 7 auditeurs, je sais que vous ne nous avez pas réclamé sur les réseaux sociaux, vous n'avez rien dit pendant notre absence, et pourtant on est là pour une saison 2 pour encore vous emmerder et vous salir les oreilles. Et merci de pas nous avoir envoyé d'email, ça m'a fait Effectivement, personne n'a crié à notre absence, apparemment, personne ne l'a remarqué. Non, donc ça a été vraiment appréciable. Quel plaisir. On a passé du coup des excellentes vacances. Et du coup, c'est pour ça qu'on recommence une deuxième saison. De toute façon, on le fait, on s'écoute nous. Enfin, parfois, moi j'écoute pas toujours les deux autres, mais mais en tout cas, bon, voilà, saison 2, Patrick est ravi puisqu'il nous reçoit encore chez lui. Oui, toujours. Et on te remercie. Merci Patrick. Qu'est-ce que tu veux dire pour cette saison 2, Patrick? Qu'est-ce que tu souhaites dans cette saison 2 déjà? Oula. Quelles sont tes bonnes résolutions, Patrick? Qu'on soit toujours aussi bien préparé que pendant la saison 1. Eh ben, je pense que ça va très bien commencer avec ce soir. Exactement. Ouais, je suis celui qui a le moins préparé, ce qui est surprenant. Ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre. Ça me fait un petit peu mal. Le temps change, comme dirait MC Solar. Eh ouais. Exact. À tous ceux qui sont nés en 95. Il y en a. Ok. On est parti, donc ce soir peut-être nous allons annoncer le thème, Patrick. Bah oui, justement, on parlait de nos 7 auditeurs, de nos fanboys un petit peu, ou pas, vu qu'ils ne nous ont rien dit. On leur a pas manqué, vraisemblablement. On vous en veut pas. Et donc on va parler un petit peu des fanboys et de leur propension à râler dès que quelque chose ne leur plaît pas dans leurs séries, livres, films, sagas préférées. Et un petit peu aussi, on va certainement dévier sur finalement une œuvre appartient-elle à son auteur jusqu'au bout. C'est ça. Donc c'est un sujet. Quel impact ils peuvent avoir aujourd'hui sur les créateurs, sur les auteurs et aujourd'hui quel pouvoir ils ont et quelles sont les répercussions aujourd'hui. On va essayer de donner quelques exemples. On a fait un petit peu de recherches qui sont clairement des gros copier-coller. Merci. Évidemment, merci. Merci CTRL-V, merci CTRL-C avant tout. Merci à notre partenaire Wikipédia. Notre partenaire Pomme C également. Mais voilà, et puis on va parler un peu de ça. Bien sûr, vous avez certainement tous été fans de quelque chose. Alors moi, j'aimerais donner quelques exemples de l'implication des fans pour commencer. Ouais, bien sûr. Donc je pense qu'on a tous entendu parler d'une petite série que personne n'a vue qui s'appelle Game of Thrones. Je vois pas. Pas du tout. Pas du tout. Non, je l'ai pas. Très bien. Apparemment, il y a quand même 1,6 million de personnes qui ont vu la dernière saison et qui l'ont pas aimé vu qu'ils ont signé une pétition pour que la saison soit refaite avec, je cite, des scénaristes compétents. Alors, moi, j'aimerais poser la question parce qu'on a vérifié qu'ils l'ont tous vu. Est-ce qu'on les a comptés? On a une proposition. Je les ai appelés un par un. On est quand même sur Internet, on sait très bien qu'on se cache derrière un anonymat. Ok. Deuxième chose, ils vont les sélectionner comment, les gars? Ils vont faire un casting? Ils vont leur demander de raconter une petite histoire? Il faut que ce soit validé par 1,6 million de personnes. Non, ils ont juste demandé à la production de tout recommencer. Parce que ça n'a pas coûté assez cher. Mais comment ils vont choisir les scénaristes de talent? Enfin, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que à quel moment on dit qu'un scénariste est de talent ou pas de talent, tu vois? Alors, j'ai un élément de réponse. Ah, vas-y, je t'en prie. Déjà, qu'est-ce qu'un fan? Bonsoir, Nico. Bonsoir. Vous êtes ici. Un fan, c'est donc quelqu'un qui nourrit une profonde affection pour une marque, une œuvre, etc., peu importe, jusqu'à un niveau obsessionnel, voire maladif. Donc, je pense, notamment. Ça ressemble un peu à fanatique, hein, quand même. Ouais, je crois qu'on touche quelque chose du doigt. Ces cours de latin t'ont servi. Donc, du coup, je pense que ces gens-là voulaient juste refaire la saison, mais sans aller bien plus loin. Est-ce que les fans vont beaucoup plus loin que leur avis? Ah, ça c'est une question très intéressante. Je dirais oui. Alors, voilà. Ok, bonsoir. C'était la saison 2 de une parenthèse. Je parle de... je sais pas sur quoi on peut parler, mais moi j'étais parti aussi sur les fans qui ont influencé aussi les créateurs, mais avant de parler des choses un peu négatives, peut-être déjà parler des choses positives, c'est-à-dire qu'il y a 6 idées qui émanent de fans que j'ai trouvé sur l'internet mondial du cybernaute et qui ont été adoptées par les créateurs et qui ont permis de créer des choses qui sont, selon la critique qualitative en tout cas. Je vais parler d'abord de Breaking Bad.
La fin de Breaking Bad a été soufflée, entre guillemets, par un adolescent de 16 ans. Puisque c'est un adolescent qui souffrait d'un cancer du cerveau depuis 7 ans. Et ce jeune homme, il est fan de la série. Et avant la fin de la série, le créateur de la série et Bryan Cranston, qui joue dans la série, sont allés le voir. Et ça leur a fait effectivement penser à la fin de la série. On va pas spoiler forcément. Il y a un film qui sort sur Netflix. Il y a un film le 14 ou le 11 octobre, je sais plus. J'ai pas la date, mais effectivement. Bientôt, très bientôt. Bientôt après la sortie de cet épisode, certainement. Et du coup, ce genre de choses, ils ont l'idée, voilà, par rapport à des rencontres avec les fans. Alors, c'était déjà une bonne action de leur part d'aller voir ce petit Kevin, qui a un prénom intéressant, mais justement de partir là-dessus. Il y a d'autres exemples, mais qui sont aussi dans d'autres domaines, dans le jeu vidéo par exemple. Il y a la rumeur dans Diablo du co-level, donc la rumeur, et effectivement qui n'est pas qu'une rumeur. Qui n'est pas qu'une rumeur, et pourtant ça part effectivement d'un fan et un développeur toujours malicieux. Un développeur, c'est un petit coquin. Un petit coquin. C'est des petits coquins. C'est des petits coquins. Les développeurs ont décidé justement que cette rumeur n'en soit pas une, un peu un Easter egg pour ceux qui connaissent. Donc, comment on pourrait traduire un œuf de Pâques. Ouais, mais en informatique, c'est plus un petit truc caché, qu'on peut trouver sous certaines conditions. Exactement. Et du coup, un petit bonus. Pareil, ça c'est arrivé. Alors après, le Star Trek aussi a été influencé par les fans. Le Star Trek des années 70, les Klingons avaient juste des petites pointes sur leur front. Mais pourquoi ils avaient des petites pointes sur leur front ? Parce que ça coûtait quand même cher, les masques et tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la nouvelle série ? Ils en ont mis partout, parce qu'aujourd'hui, on a de la monnaie. Hein. C'est plus comme avant. Et puis surtout, c'est Netflix qui produit, je crois. Non, c'est bien possible. Ouais, le nouveau, c'est Netflix qui produit. Après, il y a un fan aussi qui essaye d'expliquer la relation entre le bouffon vert et Gwen Stacy dans Spider-Man, pour effectivement expliquer, puisqu'elle va dans le comics, ils ont des enfants, etc. Et du coup, ils essayent d'expliquer dans les films comment ils ont une relation, et finalement, au bout d'un moment, Marvel est obligé de dire oui, c'est cette version-là, alors que c'était pas du tout la bonne version au départ. C'est des trucs comme ça pour ceux qui connaissent en tout cas un peu les comics, etc. On peut dire également que les pétitions de fans ont sauvé des séries comme Lucifer ou Brooklyn Nine-Nine. Alors, je voulais parler effectivement de ces trucs positifs. Je sais pas, je voulais plutôt finir là-dessus, mais on peut parler de ces trucs-là. C'est que en fait, c'est juste le début. Je sais pas comment dire ça autrement, mais il paraît que c'est que le début. Damien s'en va après. Non, je suis d'accord avec toi. Je voulais parler justement de ces pétitions. Je voulais parler aussi aujourd'hui, parce que là, on parle d'œuvres majeures. On va parler forcément. Vous vous en doutez de Star Wars, si on parle de quelqu'un qui s'est fait déposséder totalement de son œuvre avant même qu'elle soit sortie. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport aux fans et aux gens, en tout cas, qui sont auditeurs, et même dans le milieu podcastique français, etc., aujourd'hui, il y a un truc quand même assez cool, c'est le crowdfunding, et le crowdfunding par tips, par pourboire. Et aujourd'hui, ça permet aux fans, entre guillemets, de rémunérer, de donner, d'aider les créateurs et de faire créer du contenu. C'est vrai, donc crowdfunding pour créer des jeux vidéo aujourd'hui, même des anciennes gloires du jeu vidéo qui... Patrick, tu m'en diras tant ? Oui. Brian Fargo avec Inxil qui a continué la série Wasteland. Il y a Tim Schafer aussi qui a refait des jeux. Exactement, grâce à ça. Donc là, nous, on voulait titrer cet épisode les fans cancer de la créativité. Ce genre d'exemples on est quand même sur. Il y a quand même des exemples positifs, ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce crowdfunding aujourd'hui, ça permet de créer des choses qui n'auraient pas pu être créées autrement, parce que les gens sont emballés au minima par l'idée, au mieux aussi par la personne qui la porte. Je vais mettre un petit peu de l'eau dans ton vin. Non, pas de l'eau dans mon vin. Je vais du vin dans ton eau. Du coup. Le problème du financement participatif. Alors, vas-y, dis-moi. C'est que c'est de la pression quand même. C'est un truc qui a été avoué à demi-mot par plusieurs producteurs de jeux. C'est qu'en gros, il y a plusieurs studios. Enfin, à un moment où la bulle indé dans les jeux vidéo a un peu éclaté. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a pas mal de gros studios qui sont venus voir des gars en leur disant bon, écoute, on veut faire un jeu avec toi. On sait que toi, ton nom, il marche bien. Ton nom, il est on te met en avant. Les mecs te connaissent. Tu dis je veux faire tel jeu. Tu verras, ça va être trop cool et tout. Tu vends ça aux fans.
puis nous derrière on produit. Et tu avais un peu le cas aussi avec le jeu Shenmue 3 qui est un peu une arlésienne du jeu vidéo qui est attendu depuis des années. Je crois que le premier Shenmue a dû sortir il y a 20 ans et l'histoire est restée inachevée. Donc là, il y a son créateur, donc Yu Suzuki, qui a dit oui, bon, on fait un truc, je me mets avec Sony et puis on fait un financement participatif. Derrière, c'est Sony. Ouais, ils ont demandé de la thune. Alors que Sony finance. Alors que Sony, entre guillemets. Niveau thune, ça va, c'est pas les plus à plaindre. Je suis d'accord, c'est vraiment des contre-exemples justement de se dire d'utiliser ce moyen-là. Disons qu'à un moment, c'était un moyen de faire des jeux où pour les Citizen. Oui, alors ça c'est vraiment un autre exemple. Où là, par contre, je trouve que les fans sont super et que le créateur est un gros enfoiré. Mais pour les... T'as financé Star Citizen? Non, je l'ai pas. J'ai hésité, mais je l'ai pas fait. D'accord. Je crois qu'il s'en est où d'ailleurs, ce truc? Il est toujours pas sorti en vrai. Si, mais il est toujours en train d'être patché. Tu peux acheter des faux vaisseaux que tu peux visiter, mais c'est tout. Ça fait 2000 ans qu'il aurait dû sortir. Enfin bref, non, juste pour revenir sur ce que je disais, c'est qu'en fait, à un moment, c'était un moyen pour certains studios de se faire de la pub sans vraiment, en se dissimulant un peu. Mais comme ils l'ont fait, donc pour ça, mais aussi pour les jeux indés. Enfin, quand je vois Ubisoft, ce qui sort, il y avait eu un reportage au journal télé sur Soldats Inconnus. Ouais. Oui, très bon jeu. Produit par Ubisoft. Produit par Ubisoft, et le journaliste est arrivé et il fait oui, cette petite équipe qui a produit ce jeu d'un petit studio. Ubisoft. Qu'on soit clair, Ubisoft, ils vendent des palettes de jeux vidéo, c'est pas un petit studio. Ouais. Alors après, ils ont. Petit studio français. Petit. Basé dans le sud de la France. Union des Bretons indépendants software. Qui a des studios partout dans le monde. Ouais, bon, d'accord. Montréal, après... Bordeaux, Montpellier, Paris. À qui on doit Assassin's Creed. En partie. Très petit jeu. Ouais, non, mais c'est vrai, mais après, c'est ce que je voulais dire, surtout, c'est qu'aujourd'hui, je prends les exemples des Tipeee ou autres, ou Patreon. Aujourd'hui, ça permet à des créateurs, comme bon, non, je sais pas si on peut se dire qu'on est des créateurs, mais en tout cas des podcasteurs et des youtubeurs. Oui, toute cette nouvelle... pas mal de dessinateurs. Des dessinateurs. Pas mal de dessinateurs font des Patreons où justement les mecs ils font des lives où ils montrent leur technique et tout, mais parce que d'un côté ça les finance un peu, quoi. Ça leur permet aussi de faire leurs albums à côté, des trucs comme ça, quoi. Et c'est exactement ce que je te dis. Donc ça permet quand même de créer quelque chose qui n'aurait pas pu pour des raisons matérielles et financières, purement financières, de sortir. Ce genre il y a beaucoup de jeux ou de BD peut-être qui ont émergé grâce à ce genre de choses, parce que la personne sinon elle est obligée de bosser je sais pas dans un autre métier plutôt que de faire ça. Oui, mais clairement. Et après on est quand même en ce moment beaucoup basé sur une économie de fans. Enfin, je veux dire, dans le sens où tous les des youtubeurs connus ou des trucs comme ça, ils vivent. Non, alors là, je ne vis pas de ça. Bien heureusement, je serais dans la merde. Mais je veux dire, ils vivent justement par l'argent que leur donnent leurs fans sur les produits éventuellement dérivés, sur les Yoko. Ouais, voilà, ce genre de trucs, et même les tu vois, les BD qui produisent ce genre de trucs, ils vivent via leurs fans. Protéines in shape, par des exemple. Protéines. Non, mais c'est dans l'actu. Écoute, j'ai d'ailleurs vu récemment cette vidéo de Pokémon de Thibaut InShape. Incroyable. Si vous avez l'occasion de créativité. Et il vit grâce à ça. Ouais, mais il a sorti cette semaine, je dis ça. Il a sorti ses protéines. J'ai vu ça aussi. Mais du coup, voilà, on est sur une économie des fans. Donc, même si tout aussi négatif qu'ils peuvent être, parce que c'est vrai que t'as quand même. Exigeant. Ouais, et puis t'as quand même beaucoup de youtubeurs qui viennent dire que c'est quand même une pression énorme d'avoir une base de 400 millions de personnes qui viennent te dire pourquoi tu fais plus ça, avant tu faisais ça et maintenant tu le fais plus, c'est nul. Et du coup du coup je pense que ça peut impacter beaucoup des gens de ce niveau-là, quoi. Alors justement, moi j'ai proposé ce sujet pour une raison, parce qu'il y a eu un petit événement au cinéma. Ils ont annoncé le film Sonic. Il y a eu la bande-annonce. Ouais. Et il y a eu une levée de bouclier de tous les fans qui hurlaient au scandale parce que c'était un design discutable. En même temps, c'était une grosse merde, hein, ce design. C'était très moche, on est d'accord. On dit j'aime pas. Ils ont... Pardon. Écoute, j'aime pas. apparemment, personne n'aimait. Et les mecs ont dit, on va tout refaire. Donc là, je pense que tous les mecs qui bossent dans les effets spéciaux se sont pendus. Ouais. Alors, et là, le truc que je trouve dégueulasse, c'est que le producteur... Enfin, déjà, il y a bien quelqu'un qui a validé le design. Ouais, mais je pense qu'il doit être viré, lui. Et les mecs, ils ont dit
On a entendu ce qu'on dit les fans, donc on va tout changer. J'ai le tweet. J'ai le tweet. Tu veux que je lise le tweet? La traduction? Vas-y, alors, je sais pas si on parle du même, mais... Oui, traduction du tweet, il dit « Merci pour votre soutien et pour vos critiques. Le message est on ne peut plus clair. Vous n'êtes pas satisfait du design et vous désirez des changements. Vous les aurez. Toutes les équipes de Paramount et de Sega s'engagent pleinement pour obtenir la meilleure version possible de ce personnage. Sachant que le film était censé sortir aux États-Unis, ce qui est censé sortir le 8 novembre de cette année. Il sort en février, je crois, du coup. Du coup, peut-être il y a un décalage. Les équipes sont en train de se dire déjà, j'ai bossé pour rien. Attends, est-ce que tu as la suite? Non, j'ai pas parce que en gros, je sais pas, je crois que c'est le producteur, et enfin il y a un des producteurs, il 140 caractères. Et le mec fait oui, non mais effectivement, on se disait qu'on devait changer quelque chose et que ça allait pas. Bon bah ça nous a conforté dans notre idée, c'est-à-dire qu'en gros les gars, vous saviez que vous sortiez de la merde, vous l'avez quand même fait. Et après ils disent ouais, non mais il y a un producteur qui l'a vu. Ouais, non, il est content du truc. Mais enfin, il y a bien quelqu'un qui a il y a une chaîne quoi, il y a quelqu'un qui a validé. Patrick, le nombre de trucs que tu peux signifier que c'est de la merde ou toi trouver que c'est de la merde et qui sortent aujourd'hui, qui sont validés par des panels. En plus aux États-Unis, ils passent leur temps à foutre des panels, à les mettre dans les cinémas, à mettre des préversions, à refaire des montages, etc. jusqu'à que ils fassent un truc parce que il y a que ça qui marche, le test et la réaction du test. Mais tu peux pas me dire aujourd'hui il y a eu des gens, des designers qui ont été embauchés pour ça, qui l'ont fait. C'était leur vision. Moi, je défends, j'essaye de faire l'avocat du diable. Non, mais je suis d'accord avec la version, c'est la vision. Là, ce qui me saoule, c'est la réaction du producteur qui te dit on est d'accord. On savait qu'il y avait un truc qui allait pas. Bah, si vous le saviez, pourquoi vous avez pas agi avant? Parce que là, franchement, à la sortie de la bande-annonce, je pense que les films est proche d'être finalisé. Les mecs, ils sont en plein rush à essayer de tout finir tous les effets spéciaux et tout, finir toute la post-prod. Et les mecs, tu leur dis au fait, on recommence. Tout votre taf, vous le jetez à la poubelle, on reprend les rushs là avec les capteurs à la con et vous nous refaites tout un design et vous refaites tout. Wouh! C'est ça, c'est les techos qui en bavent parce qu'un producteur a eu les flippettes de pas assumer ce qu'il avait décidé 2 mois avant. Et surtout, là où ce qui me saoule vraiment, c'est là où déjà il a pas assumé. Oui, on s'est planté. Dites, je me suis planté. Point. Va pas balancer. Ah oui, mais on savait qu'il y avait un truc qui allait pas. Vas-y, assume. Franchement. Moi, c'est là où le mec, il a foutu tout le monde dans la merde et derrière, limite, c'est pas de sa faute. Ouais, après, je peux comprendre l'argument de c'était leur vision du truc. Mais je pense que quand tu t'attaques à des personnages comme ça, forts des années 80, où les gens qui ont grandi avec, c'est les gens qui payent maintenant, notamment qui sont c'est compliqué de faire passer une vision qui est trop différente de l'original, parce que là pour le coup mais on n'a pas vu le film. C'est marrant. Non mais visuellement, c'est marrant parce que le mec, il a fait ça. Oui, mais on n'a pas vu le film. Il a fait ça pour le cinquantenaire d'un super-héros, un mec qui s'habille en noir avec des chauves-souris, qui met une cape, qui met une cape, qui sort plutôt la nuit. Je vois pas Balladur. J'ai pas. Non mais il y a eu une pétition dans les années à la fin des années 80 pour que Michael Keaton ne soit pas le Batman de Tim Burton. Julien Lepers, tu veux dire? Julien Lepers. Non mais c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur J'allais rebondir sur ce qu'on a fait. On a fait un hors-série spécial puisqu'on est allé voir Nicky Larson tous les trois. On s'est avec Patrick, avec la femme de Patrick aussi, qu'on n'oublie pas. Une pensée pour toi. Et on était dans les premières bandes annonces. On était vraiment atterrés avec Patrick, tu me confirmes? Moi, j'avais dit, on retrouve l'esprit Nicky Larson quand on voit Nicky Larson, et après, t'as l'impression de voir la bande à Fifi. Et ça, effectivement, pour moi, c'était un problème. Et dès le début, on se disait... Ça va être la bande à Fifi en costume. Ça va être la bande à Fifi qui fait un cosplay. Et c'est ce qu'on s'est dit. Et si je me souviens bien, on a été agréablement surpris tous. On était très agréablement surpris. Et on a été surpris aussi sur des choix qu'il avait fait, entre guillemets aussi, en prenant sa femme, et qui est aussi actrice, Élodie Fontan, en tant que Laura. Ouais. On a été surpris parce qu'il a fait des choix et on a vu le film. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avant de donner la chance à l'œuvre, alors oui, effectivement, le character design de Sonic était loin des dessins animés qu'on avait dans notre enfance, même du jeu, loin du jeu vidéo, et du coup, c'était un peu... Du coup, il y avait un petit choc par rapport à ça. Maintenant, t'as 1h30 de film, t'as quelque chose, est-ce que au bout d'un moment, tu fais abstraction de ça et tu dis, bon, le scénario il est plutôt pas mal, le truc, et puis finalement, c'est justifié par d'autres choses. On n'avait pas tous ces éléments-là. Moi, je veux pas défendre effectivement des producteurs machin, mais c'est juste dire que
On avait jugé prématurément, même si moi je laissais une chance parce que j'ai fait un peu de vidéos, bref. Mais et je me dis tout le temps, je veux voir le résultat final, et même si le résultat final ne me convient pas, il y a eu du boulot derrière. Ces mecs qui ont fait tous ces petits échos, qui ont travaillé jusqu'à 3h du matin pour faire Sonic, les poils bleus avec ses très longues jambes. Effectivement, il était bizarre et humanoïde. C'était assez bizarre, mais il y a des mecs qui ont bossé derrière, et ces mecs-là, au moins je respecte le fait qu'ils ont travaillé. Après, le résultat me convient pas, c'est autre chose. Mais tu vois, j'essaye d'avoir cette vision. Après, c'est peut-être pas parfait, et c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut faire. Mais en fait, de là à demander des changements. C'est un peu ça c'est un peu pour ça que moi j'ai lancé ce sujet. Parce qu'effectivement, donc je parlais de Michael Keaton en Batman. Il y a eu le même problème avec des meilleurs. Julien Lepers, c'est oui. Non, mais un des meilleurs Batman, de mon point de vue. Mon préféré. C'est sûr que les bas de tétons, bon, bref. Mais j'ai un petit truc sur Monsieur Schumacher. Pardon. Attends, juste. Je veux dire après. C'est juste pour dire, dans l'univers, concernant Batman, donc Heath Ledger en Joker. Personne n'était convaincu. Maintenant, tout le monde dit c'est le meilleur Joker de tous les temps. Parce qu'il en est mort. Je suis pas forcément. Est-ce que sa mort a à voir aussi là-dedans? Mais il était pas sur. Il était pas. Non, c'était quand il faisait. Il est mort avant la sortie du film. Oui, il est mort avant, mais il est mort sur le tournage avec Terry Gilliam. Il est mort sur l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Oui, tout à fait. Mais il est mort avant la sortie, donc ça a créé aussi une mythologie aussi. J'ai pas aimé ce Joker-là. Je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup ce Joker-là. Moi, j'aime bien. J'ai pas accroché à celui-là. J'ai aimé son côté chaotique. Ouais, mais je sais pas. Mais donc, du coup, sur. Là, il y a. On ira voir Joaquin. Vous l'avez vu déjà? Non. Justement, Joaquin Phoenix, les mecs, ils sont là, ils font. Oui, mais Joaquin Phoenix, ça peut pas être le Joker. Les mecs, c'est Joaquin Phoenix. On a bien eu Jared Leto. Non, mais pour moi, tu vois, Joaquin Phoenix, le mec, il pourrait faire un biopic sur Dwayne Johnson. Dans Dwayne Johnson, il serait plus The Rock que le vrai The Rock. Tu vois? C'est vrai que Joaquin Phoenix, Walk the Line. Ce mec est ouf, et t'as des mecs qui font. Non, mais lui, il a pas, c'est pas le Joker et tout. De Johnny Cash. Johnny Cash. Pardon. Voilà, je trouve que tu vois, ça râle vraiment. Ça râle vraiment pour rien. Là, le prochain Batman, donc déjà le Batfleck, donc Ben Affleck, ça a gueulé. Le Batfleck, carrément. Patrick est vraiment dans les petits papiers de Batman. Ouais. Le prochain, c'est Robert Pattinson. Il paraît, non, après c'est des rumeurs, c'est pas confirmé. C'est confirmé ou pas? Alors, je suis pas sûr que ça soit confirmé, mais grosso merdo, Pattinson, ça commence il a joué dans Harry Potter, excusez-moi. Twilight. Et dans Twilight. Oui, bon, excusez-le. Alors, Twilight, est-ce qu'on peut en parler aussi un peu? Oui, bien sûr. Parce que fanfiction, Twilight. Tu veux partir là-dessus? Moi, on attend, on y reviendra. Ok. Finissons un peu. C'est comme Daniel Craig en James Bond, où tout le monde râlait. Oui, non, mais il a pas la il est blond. Il est beaucoup trop imposant. Il est blond. Voilà, on remarquera que je fais les gestes. Ouais, c'était très imposant. Il est beaucoup trop imposant, il est blond, il peut pas faire James Bond. Et puis quand tout le monde a vu Casino Royale, tout le monde a fermé sa gueule. Moi, j'ai trouvé il s'est fait frapper les couilles, alors on était un peu d'empathie. Je trouvais qu'il manquait un peu de flegme. Je sais pas, je l'ai trouvé moins de flegme britannique. Justement, je trouvais Sean Connery qui est écossais. Très bien. Ouais, qu'un Sean Connery écossais. Justement, je trouvais ça très bien. Tu vois, c'est que on a vu l'évolution de Daniel Craig en fait. C'est que il a vraiment dans Casino Royale. Il est très bon. Enfin, je veux pas. Il est vraiment limite. Il est pas. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est un James Bond qui vient de commencer. Oui. Tu vois, il est beaucoup moins calme, et tandis que par la suite, ça va venir, je trouve. C'est vrai que nous, on a eu la chance aussi, je pense, on était plus la génération de. Je vais arriver à retrouver de Pierce Brosnan, peut-être. Roger Moore, la fin de Roger Moore, Timothy Dalton, peut-être. On était Timothy Dalton, Pierce Brosnan. C'est vrai que Pierce Brosnan avait ce flegme. Il l'a toujours, d'ailleurs. Mais c'est surtout que Brosnan, c'était GoldenEye, quoi. Oui, je pense que c'est le James Bond que nous on avait l'occasion de voir sur Nintendo 64. Sur Nintendo 64. Acheter un pack vibreur qu'on aurait pu voir au cinéma, ou du moins qu'on a vu assez rapidement en fait. Oui. C'était parce que c'était quand même le retour de James Bond. Oui. Après Timothy Dalton qui avait été un peu décrié aussi. Oui. Pas si mal. Moi j'aime bien. Oui, ça va. Moi j'aime bien. En fait, je trouve qu'ils sont plus sombres. C'est James Bond, il est plus violent, mais je trouve que c'est une autre version. Après, je pense que ça dépend aussi pas mal de la vue du réalisateur aussi, de ce qu'il veut amener. Mais le producteur qui s'appelle toujours Brocoli. Tu vois, j'ai pas fait partie des gens qui gueulaient sur le Sonic ou qui ont signé la pétition, mais même si je respecte la vision du truc, mais t'as changé. J'acceptais pas de la même manière que le film Super Mario.
c'était marrant parce que j'étais gamin, mais c'est d'une grosse merde, quoi. Enfin, c'est vraiment une. Mais c'est pas parce que les mecs. Oui, mais c'est une mauvaise adaptation. On est Mais c'est pas parce que les mecs ont une vision que c'est bien. En fait. Ah oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Oui. C'est leur vision, c'est mais bien ou pas. Il y a du boulot derrière, ça c'est clair. Il y a du boulot derrière, et puis il y en a pour tous les goûts. C'est malheureusement, il y a des gens. Non, mais je connais pas beaucoup de monde qui aime Super Mario. Je suis désolé. On va venir forcément sur le thème de Star Wars tout à l'heure. On est obligé de passer par là. Aujourd'hui, nous on travaille avec des gens multigénérationnels. Donc du coup, on peut passer peut-être pour des vieux cons maintenant, même si on n'est pas si vieux, mais où on a une bataille permanente entre la prélogie, la trilogie et la postlogie. Du coup, non, pas encore pour la nouvelle trilogie. Pas la nouvelle, mais ça viendra entre plus la tard. prélogie et la trilogie, il y a déjà des batailles de se dire alors que je pense que tous ceux qui l'ont découvert avec la menace fantôme, enfin moi j'ai un collègue de notre âge qui a découvert avec la menace fantôme, la menace fantôme c'est son Star Wars préféré. Ouais, c'est sa norme, quoi. Alors qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment un truc de merde. Comme le Batman où on non, il y a des bons trucs dans la menace fantôme, je peux pas te laisser dire ça. Et c'est mon premier Star Wars au cinéma. Il y a Dark Maul. Oui. Donc ça aussi, moi, ça m'a touché par rapport à ça. Moi, je l'ai déjà toujours dit. Le film est pas. Ces putains de trucs dans le ciel jaune qui sont écrits. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Moi, pour le coup, dans les étoiles. Voilà. À l'époque, j'avais trouvé. Pourtant, c'était les débuts vraiment de la FX. La musique de John Williams aussi. Pardon, incroyable. Mais je trouvais que les FX avaient un côté très cheap. À Menace Fantôme. Je me souviens de cette de la prélogie. Globalement, même l'épisode 3 du coup. Je trouvais qu'il y avait un côté. Ça a mal vieilli, oui, ça a mal vieilli. Parce même que à l'époque, je trouvais ça un peu cheap, quoi. Le truc, c'est que c'était tourné sur fond vert. Ouais. Les acteurs c'était beaucoup moins. C'était beaucoup moins utilisé. Et ça devait à l'époque être hyper compliqué. C'est même pas sur le jeu d'acteur, c'est vraiment sur le. Ah, mais il y en a il y a des scènes où Nathalie Portman, elle regarde à un endroit et le mec il est 5 cm plus haut. C'est compliqué après. Il y a des trucs comme ça où les acteurs avaient pas forcément l'habitude. Il a fallu trouver repères et tout. Je pense que maintenant ils sont tous capables de le faire. Mais à l'époque, si tu veux, c'était. Jouer contre un fond vert. Et puis, alors je ne sais pas, mais George Lucas apparemment a pas la réputation d'être un fabuleux meneur d'acteurs, quoi. Vas-y, joue. Ouais, fais ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Je voulais faire une mini parenthèse pour mettre les oppositions générationnelles et le fait qu'il y ait des débats entre ce qu'on disait sur les Jokers. Après, si vous voulez, on peut partir sur Star Wars, hein. On y est, hein, donc. De toute manière, on ouvre des parenthèses dans des parenthèses. Voilà, là, on est bien dans la parenthèse. Parce que moi, ce qui est intéressant, c'est que on parle donc de George Lucas aujourd'hui. Alors, moi, j'ai essayé de. On va parler de JJ. Ouais, on va parler forcément de JJ. Moi, j'ai vu finalement le Star Wars sur 3 tableaux par rapport à la dépossession de George Lucas de son œuvre. Je suis parti sur déjà en 77, avant sa sortie, il s'est fait déposséder de son œuvre parce que ils ont vu que ça marchait. Non, pas avant la sortie. Donc, à la sortie, ils ont vu que ça marchait tout de suite. Ils l'ont dégagé en tant que réalisateur. On le rappelle, il a réalisé que l'épisode 4 et puis l'épisode 1, 2, 3, si je ne m'abuse, si je ne veux pas dire de bêtises. Et à l'épisode 4, du coup, qui à l'époque était l'épisode 0, 1, voilà. C'est le premier sorti, quoi. Ils ont dit, putain, ça marche vachement bien, on va faire des produits dérivés à mort et tout. Ça l'a arrangé parce qu'il avait un bon contrat par rapport à ça. Alors, en fait, je n'ai pas vérifié, mais je crois que. Mais il s'est fait déposséder. Je crois que c'est un peu une légende urbaine. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, il n'y avait pas le contrat, il a renégocié un truc pour avoir les produits dérivés après. D'accord. Et là, par contre, il a gagné. C'est surtout que les produits dérivés, au début, notamment les jouets, personne voulait les faire. Hein. C'est Hasbro qui a dit ok, on va les faire, quoi. On va t'en faire quelques-uns pour te faire plaisir, quoi. Ouais. Et qui a très bien négocié. Du coup, moi je voulais, il y a cette période-là, donc du coup où il s'est déjà fait déposséder puisque l'épisode donc 5 et 6 qu'il n'a pas réalisé et qui a eu, je pense, un droit de regard et tout ça, mais en tout cas qu'il n'a pas réalisé, il y a eu beaucoup d'ajouts, sur le 6, beaucoup de conseils de sur le 6, il est réalisateurs. Beaucoup revenu en fait. Parce que justement, donc sur le 5, j'ai perdu le nom du réalisateur. T'es très bon en Star Wars d'habitude. Là, je l'ai plus. Enfin bref, sur le 5, il est tombé sur un réalisateur qui connaissait son boulot, et par contre sur le 6, c'était un de ses potes, et le mec apparemment il maîtrisait pas super bien les effets spéciaux. Enfin, c'était compliqué pour le 6, et donc Lucas est revenu pas mal dessus apparemment. D'accord, je savais pas. De ce que j'ai entendu dire, encore une fois, j'ai pas été vérifié parce que j'étais pas du tout parti là-dessus moi, mais oui, il y a ça. Et par contre, après, effectivement, lui, il a réalisé le 1, 2, 3. Irving Kershner. Merci. Ouais. Salut à lui. Pour l'Empire contre. S'il nous écoute. Je suis pas sûr. mais ouais, et du coup, oui, il s'est fait déposséder. En même temps, c'est un peu
Enfin, c'est comme ça que marche le cinéma aux États-Unis. Ouais, alors non, mais je voulais venir en fait sur les trois périodes en fait. Pour moi, il s'est fait déposséder à ce moment-là par les studios, qui finalement, il a sorti une œuvre majeure, il s'est fait déposséder par les studios pour ça parce que ça a marché et on lui a bourriné la tête, même si effectivement les légendes urbaines disaient qu'il avait déjà écrit la prélogie et la postlogie, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Ce que franchement, je crois de moins en moins. Richard Marquand pour le retour du jeudi. Qui est venu avant vendredi. Voilà. Et donc ça c'est la première. La tête de Nico. Il m'a pris par On fait surprise. des blagues de vieux. Et la deuxième, c'est pour moi, ça a été la critique des fans, la dépossession par les fans avec la prélogie. Donc avec l'épisode 1, 2, 3, où là il est revenu aux commandes et on a dit mais tu fais quoi Même avant ça, je pense que c'est au remaster de 97 qu'il a commencé à se faire aussi déposséder par les fans pour. Tu l'as marqué, donc je pense que tu peux le dire. C'est marqué là. Oui, le Ancient First, bien sûr. Donc Han Solo avant le remaster. Je pense que ça date même d'avant le remaster de 97 quoi. Mais en 77 dans la version originale, donc Han Solo tire sur Greedo en premier. Puisque Greedo n'a même pas le temps de sortir son arme, il tire parce qu'il est quand même aussi en position où il a peur de se faire tuer par Greedo. Et puis parce que c'est un putain de badass. Oui, c'est le côté justifié. Mais après, la scène a été modifiée 2 fois finalement, puisque il y a une scène où il tire en premier sur Greedo et il le tue. Non, Greedo tire en premier, il évite et il le tue. C'est ça. Et après, ils ont remodifié un peu en image de synthèse où il se décale un petit peu, etc. Ouais, puis il y a une scène où il tire à peu près en même temps. Où il tire à peu près en même temps, voilà. Il y a eu 2 trucs. Alors, George Lucas, il justifie ces changements pour essayer d'être plus clair dans son truc. Après, comme moi aussi, j'ai essayé de défendre à cette époque-là, c'est que c'est son film et il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son œuvre, elle est sortie, il n'a plus le droit d'y retoucher. C'est vrai que le cinéma aujourd'hui, c'est compliqué, surtout pour une œuvre culte comme ça, quoi. Mais effectivement, il a fait des éditions spéciales où il a remplacé en images de synthèse les trucs qu'il n'avait pas pu faire à l'époque. Même si on a critiqué Jabba aussi dans le remaster, ça te fait sourire parce que effectivement c'est particulier, puis c'est compliqué, c'est difficile. Oui, mais enfin tu vois par exemple pour le coup du Unshot First, la critique que moi je peux comprendre, effectivement dire oui c'est son œuvre, il fait ce qu'il veut avec. Oui, mais le problème c'est que quand tu présentes tout un personnage, parce que c'est la scène où on définit Han Solo, c'est ça qui est c'est la scène où en gros on passe d'un mec qui est capable de tuer quelqu'un de sang-froid parce qu'il sait qu'il est en danger et il va le buter, partir en mode je m'en balèque, au mec qui est en légitime défense. Ouais, mais je suis un gentil, je tue pas les gens qui m'attaquent pas. Il est quasiment en légitime défense déjà parce que il est dans une position de faiblesse où il va se faire traquer. Il est dans une position où il est menacé, mais c'est lui qui prend l'initiative de tirer. C'est lui qui prend l'initiative. Ça veut dire qu'il est pas spectateur de sa vie. Voilà. C'est ça sa définition. Mais ça n'en fait pas lui. Le côté badass, mais ça fait pas de lui. Enfin, bien sûr. Ça fait pas de lui la dernière des C'est ordures. pas assez clair. Mais c'est pas assez clair. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à prendre les devants s'il se sent en danger. Alors que dans l'autre situation, c'est une réaction. Enfin, il réagit à un danger. Complètement. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que. Et c'est pour ça que les gens ont. Et d'ailleurs, il a trollé. Je sais plus sur quel film. Je sais plus si c'était un des épisodes futurs qui ont été réalisés. Je crois que c'était celui avec Gigi Abrams qui a fait le set. Il est arrivé sur le plateau avec un t-shirt Unshot First pour troller un peu le truc. Parce que même lui, il s'amuse de ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un autre passage dont tu parles pas. Au niveau du fait qu'il ait été dépossédé de son œuvre, à un moment il a été dépossédé aussi par ce qu'on va appeler les fanfictions maintenant. Je sais que ça va énerver certains de mes amis. Moi je pensais au troisième, je pensais par Disney, tout simplement, aujourd'hui. Mais tu parles pas de l'univers étendu. Mais je parle pas de l'univers étendu et de tous les livres qui sont sortis, etc. Qui pioche allègrement dans ce qu'il a fait et qui transforme pas mal de choses avec des qualités pas toujours très très bonnes. On est d'accord. Là, moi, ce qui est intéressant, c'est que notre débat, là, on le fait un petit peu aussi orienté, pas forcément que sur Star Wars, mais en faisant des recherches, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un documentaire qui était sorti en 2010 qui s'appelle The People versus George Lucas. Donc, bien sûr, ça analyse la relation George Lucas et les fans originaux de Star Wars, déçus par les nombreuses retouches et par la nouvelle trilogie. Donc, il y a des interviews, des choses comme ça. Il y a bien sûr l'Holiday Special, le Jar Jar Binks, tous ces thèmes qui sont, comment dire,
qui se peuvent scinder des avis. C'est ça. Ce genre de choses. Et lui-même disait, et une des raisons pour lesquelles il a revendu à Disney, j'ai une citation de lui qui est assez claire, c'est qu'il disait vous faites un film et tout ce que vous avez, ce sont des critiques, des gens qui essayent de prendre des décisions sur ce que vous devez faire avant même que ce soit fait. Vous savez que c'est pas très drôle, vous ne pouvez pas expérimenter de nouvelles choses. Je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé ça. J'ai commencé en faisant des films expérimentaux, mais bien sûr, personne ne voulait me faire voir ça. Donc aujourd'hui, lui, effectivement, il a fait THX, je sais plus combien, avec un nombre derrière. Il a fait 11,80 quelque chose. Ouais, American Graffiti. C'est un mec qui teste effectivement des choses. Star Wars, il a inventé plein de techniques d'effets spéciaux, etc. Et là, il était contraint et forcé par les studios, par les fans, par les machins, de faire un truc que les gens voulaient. Et il savait à peu près ce qu'ils voulaient, les gens, mais il savait que c'était pas la vision de Lucas. Et là, ce mec-là, il a abandonné ça pour quelques milliards à Disney. Il a voulu s'en débarrasser. Cette situation, elle date justement de la post-vente Disney, parce que il a voulu s'en débarrasser en disant moi, c'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Ce que je voulais faire dans ma vie, c'était tester des choses. Alors, et là, aujourd'hui, tout ça, c'est des mecs qui prennent des décisions à ma place, alors qu'ils sont pas réalisateurs. Je peux comprendre, effectivement. Maintenant, je pense que t'as pas besoin d'être réalisateur ou t'as pas besoin de scénariste pour jauger de la qualité ou donner ton avis avant que ce soit fait. Avant que ce soit pas avant que ce soit fait. Moi, quand j'ai été voir l'épisode 1, je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai kiffé, Oui, et puis d'un coup, c'est t'as vu Jar Jar Binks, tu t'es dit si ça nous ça, non, c'est pas ça qui m'a énervé. C'est Jar Jar, c'est le fait d'avoir des antibiotiques. T'as pas pris tes antibiotiques? T'as des midi-chloriens? T'es malade? T'es un Jedi. Midi-chloriens, oui. Voilà, ça, quand dans toute la première trilogie, tu fais une espèce de trip mystique autour de la Force, et que d'un coup, t'apprends que t'es malade. Voilà, t'as des bactéries. Et ça m'a posé un souci. C'est qu'en gros, il a lui-même déconstruit ce qu'il avait fait avant. Oui, peut-être qu'il voulait pas le construire de base de cette manière. Mais il l'a fait quand même. Oui, non, mais je veux dire, peut-être que lui, dans sa tête, c'était très clair la manière dont il voulait amener l'histoire. Oui, mais ça change rien. Quand tu as fini ton œuvre, que tu l'as donnée au public, quelque part. Tu trouves que ça te gâche finalement la prélogie? Enfin, la trilogie originale? C'est-à-dire que ça gâche la trilogie d'origine? D'être allé voir, d'avoir vu ce petit gosse avec sa mère sur Tatooine et de dire il a des midi-chloriens, tout va bien. Ça t'a gâché tout le reste? Ça m'a pas gâché la trilogie. Par contre, je trouve que la prélogie est largement en dessous. Pour différentes raisons. Ouais. Qui sont que tu passes d'un trip mystique un petit peu à quelque chose de très froid et de médical, et surtout dont on ne parle jamais avant. Des trucs du style avant, dans la trilogie, t'avais les espèces de fantômes en fait. Donc Obi-Wan qui revient, Yoda qui revient. Je peux te dire exactement comment ça se passe dans la prélogie. C'est Yoda qui fait à Obi-Wan, au fait, ton maître a trouvé le moyen de revenir. Il va te contacter, il te montrera. Pourquoi il n'y avait pas moyen d'intégrer? Il n'y avait pas moyen de faire autrement? Il y a plein de petites choses comme ça dans Star Wars. Moi, je trouve pas que la prélogie, au niveau écriture, au niveau scénario, soit très bien. Je pense qu'il y a des lenteurs sur des points. Il y a des points qui sont expédiés très vite. Ouais. Après, je pense qu'il y a des passages, le coup d'Anakin Skywalker qui passe du côté obscur, un peu version, tiens, on a des cookies, elle vient du côté obscur. La balance se fait peut-être mal. Malgré tout, il a quand même essayé de l'amener. On l'a vu péter un câble avec les Hommes des Sables. Oui. On voit qu'il a déjà passé plusieurs câbles du côté obscur. Le problème, c'est qu'il passe du côté, je dénonce Palpatine, finalement, je l'aide. Je trouve qu'il y a des points qui sont mal amenés, mais qui sont difficiles à amener. Ces points-là, je comprends pourquoi ça peut être problématique, mais je comprends pourquoi c'est difficile à écrire. Par contre, ne pas justifier le coup des fantômes, ne pas justifier justifier du coup la force comme ça a été fait. Je pense qu'il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, moi je me suis dit, en gros, il a été à la facilité, il a écrit son histoire, il s'est dit ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Je justifie au lance-pierre et puis point barre. Donc, je trouve que on va en débattre, mais c'est vraiment, est-ce que l'œuvre appartient toujours à son auteur une fois qu'il l'a donnée au public? Je pense que non, en fait. Je pense qu'elle lui appartient plus vraiment. Elle appartient un peu à tout le monde. Surtout une œuvre comme Star Wars, qui est tellement... Oui, c'est quand même une œuvre majeure, c'est pas non plus... C'est une œuvre majeure, quoi. Un truc qui est sorti dans l'ombre. Clairement, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu Star Wars, et j'étais tout gamin. Je me rappelle être assis en tailleur par terre et être comme un fou à avoir 3 maquettes en carton, défoncer une immense maquette.
Et... T'as peut-être dû faire des maquettes en fait. Raconter comme ça, c'est pas fou. Hein. C'est pas dingue. Hein. Moi, Ah ça oui, me mais- donne moins envie. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais fou. Enfin, moi, je faisais des bons. C'était incroyable. C'était la première fois que je voyais ça. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et 20 ans après, ah merde. Oui, bah après ça, Oui, mais ça vieillit aussi. c'est ce qu'ils en font, c'est que aujourd'hui on est quand même on n'est pas dans, on va dire, le renouveau permanent de l'originalité au niveau des œuvres. On est sur du redit, du reboot. Oui, mais c'est là le problème, c'est que quitte à faire une préquelle à une œuvre, t'as l'impression pour savoir ça, j'ai l'impression qu'il y a des codes qui ont sauté. Mais c'est un peu le cas avec la suite. Hein. Mais en plus, c'est logique en fait, parce que c'est casse-gueule les préquels. Moi, je pense que c'est bancal, effectivement, la prélogie, pour deux raisons. C'est que d'une, la société a évolué depuis 77, et du coup, tu intègres les codes de la société actuelle dans un film qui est censé se passer avant des films qui sont passés il y a 30 ans. Donc déjà, c'est un peu casse-gueule. De deux, la technique a tellement évolué que tu as envie un peu d'en foutre plein les yeux, alors qu'à l'époque, tu avais honnêtement... je peux, tu vois, moi aussi je suis très trilogie originale, mais Darth Maul dans l'épisode 1 par rapport à un combat Obi-Wan Darth Vader dans l'épisode 4, mais les 5 non, mais même les combats dans l'épisode 4. Mais même les combats de la prélogie, on peut dire ce qu'on veut, c'est ouf. Mais c'est ça, et du coup, ça nous fait ça fait, je trouve, une cassure entre la société qui a évolué plus la technologie qui a évolué. C'est bizarre de voir un truc qui s'est passé avant, qui a les codes de maintenant, et qui a la technologie de maintenant. Du coup, ça fait beaucoup trop de décalage par rapport à... Et c'est pour ça aussi que je pense qu'une génération comme la nôtre a du mal avec cette prélogie. Moi, ça m'a moins gêné. Moi, c'est vraiment le fait de... Parce que je me suis dit, effectivement, ils ont pas les gros micros, ils ont les oreillettes Bluetooth, des trucs comme ça. Mais ça m'a moins gêné. Parce qu'à la limite, tu pouvais dire, oui, il est sur Tatooine. Tu vois, il est dans un trou paumé de l'univers. Il y a des trucs encore, tu pouvais l'accepter. Mais franchement... Moi, c'est vraiment le fait d'avoir pris les codes et d'avoir craché dessus, quoi. Pour moi. Hein. Après, là, sur les films récents Star Wars, il faut aussi se dire que le réalisateur de maintenant, c'est l'ancien fan aussi d'avant. C'était un gamin aussi. Il est guère, J.J. Abrams notamment, il est guère plus vieux que nous. Donc, il a grandi aussi avec ça. Donc, il a envie de donner aussi, comme il se retrouve propulsé réalisateur, il a envie aussi de donner sa vision. Mais c'est le problème avec une œuvre majeure comme ça, quoi. Mais moi, je cracherais moins sur J.J. Abrams que sur la prélogie, je pense. Et après, Lucas, il a peut-être fait aussi parce qu'il avait besoin de pognon aussi, à un moment. Moi, je suis à défendre la nouvelle trilogie, souvent. Oui, mais non, tout va bien. Je suis à défendre la nouvelle trilogie parce que ce que je te disais, et ce que j'ai souvent dit, c'est que c'était pas le meilleur Star Wars, l'épisode 7, mais je pense que c'était l'épisode qu'il fallait pour faire la transition. Oui. Et que c'était l'épisode le plus équilibré possible. Alors, c'est jamais suffisamment long, jamais pas assez. C'est juste, je trouvais que c'était l'épisode assez équilibré pour apporter ce qu'il fallait à ce moment-là. C'est-à-dire convenir à peu près les anciens fans en donnant suffisamment de codes clairement repompés. De l'épisode. En faisant un peu du fanservice aussi. En faisant du fanservice clairement repompé. En fait, il y a beaucoup trop de pour moi, il y a beaucoup trop de fanservice. Garder justement ces gens-là, et conquérir un nouveau public. C'est ça. Comme la prélogie a conquéri un nouveau public à cette époque-là. Je suis pas sûr que ça se conjugue comme ça, mais... A conquis Conquis plutôt. A pris, à récupérer. Bref. Becherel, si tu peux m'écrire. On est open pour les sponsors. Non, mais du coup, non, mais par rapport à ça, c'est que je pense que c'était le film le plus juste qu'il pouvait faire. Pour moi, de mon point de vue. Et effectivement, j'ai pas tout aimé, effectivement, de mon point de vue, mais je trouvais que c'était le film le plus juste. Il y a beaucoup plus de critiques qui ont été faites sur l'épisode 8, d'ailleurs avec un désir de retrait carrément de cet épisode de la saga, oui. Par les fans. T'en parlais tout à l'heure. 120 000, ouais, mais on en parlait en off, mais 120 000 signatures pour effectivement virer l'épisode 8 de la saga. Enfin, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des choses critiquables, mais ces épisodes, tu verras que le 7, 8, 9, dans 20 ans, ça sera les épisodes cultes pour la génération future. Oui, mais c'est vrai que le 7, moi j'ai pas mal craché dessus sur le coup parce que je trouvais que c'était littéralement craché dessus au cinéma. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse? Mais je suis tellement d'accord avec ton analyse avec plus de recul que quand je l'ai vu, parce que quand je l'ai vu, effectivement, je me disais c'est quand même une sacrée repompe, hein. Et en me basant sur les arguments que j'avais vus sur internet aussi. Et comme tous nos arguments. Bah oui. Et puis
certaines scènes. Et puis certaines scènes étaient quand même une sacrée repompe aussi. C'est quand même marrant cette Qu'est-ce que vous conversation appelez spéciale. Les hommages, vous appelez ça une bombe? Ok, très bien. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le recul, ça fait un hommage quand même de 2 heures. avec le recul, Quand on aime, on comprend. je suis pas sûr qu'il pouvait faire un film. Enfin, je vais me faire des ennemis. Mais, qui pouvait faire un film meilleur que ça finalement pour Je pense récupérer un peu les nouvelles générations pour comme enfin je vais pas répéter ce que tu as dit mais je suis assez d'accord du coup avec ton analyse. Tu vois, moi je pense, alors c'est mon avis aussi, que le Si Patrick l'avait réalisé, ça aurait été mieux. exactement. Non, je pense qu'ils avaient moyen de faire autrement. C'est-à-dire que, alors c'est un truc casse-gueule, mais vous pouvez partir carrément sur autre chose que refaire l'épisode 4. Il y a trop d'argent en jeu, tu te rends pas compte. Ah si, je me rends compte, mais je me rends compte. Mickey, il doit rentrer dans ses sous. Hein. Je sais pourquoi ils ont fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que soit ils prenaient tout le monde à contre-pied et partaient vraiment sur une histoire originale, ou par contre, tu fais une histoire de merde, bah, tu vas te planter. Mais pourquoi ça marchait aussi tard? Enfin, ça a pris tout le monde à contre-pied, le premier. Enfin, l'épisode 4. Et Quand puis c'est sorti, personne ne s'attendait à ça. Ouais. Alors que là, en gros, ils nous auraient sorti une histoire vraiment originale, mais dans l'univers de Star Wars, qui reprend la famille Skywalker, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais où vraiment ils partaient sur un truc, tandis que là, c'est ok, elle vit dans un désert, ça me rappelle quelqu'un. Une attaque sur une grande base fille, elle a un bâton, ça a rien à intersidérale. et un robot qui roule. Ouais. R2D2, il roulait, mais il avait des petits trous. C'est pas son corps qui roulait. Mais ouais. Oui, mais comme je dis, c'est pour essayer déjà de remettre les codes de Star Wars. T'as un héros qui n'a pas ou qui ne connaît pas ses parents. Effectivement. Mais c'est vrai, on peut parler de la machine à scénario de Luc Besson ou pas parce que on a parlé la dernière fois, on a parlé en off, on a parlé de Luc Besson. Luc Besson, alors excusez-moi des termes, mais en règle générale, c'est une fille de petite vertu, un taxi. Pute. Oui. Excusez-moi, Patrick a mal à la gorge. Il a Une fille de la petite Tourette. vertu, de petite vertu, un taxi et je sais plus, et de l'action. Oh, des flingues. Et des certainement. flingues, voilà. Et tu mets ça à toutes les sauces, on est tout le temps sur les scénarios de Besson. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que ses premiers films sont pas tout à fait comme ça. On va dire Mais qu'à c'est partir vrai. du 5e élément, tous ces films sont comme ça. Mais même peut-être avant, je sais pas, Taxi, c'est peut-être même avant. Ouais, mais il est producteur sur Taxi. Oui, D'ailleurs, pour avoir c'est été lui à qui a fait les scénarios. pour avoir été à Marseille récemment, je tiens à dire que Taxi, c'est de la science-fiction. Tu peux pas rouler aussi vite dans Marseille. Clairement. Non, il y a très peu de rues où tu peux faire ça. Tu peux pas le faire. Hein. Apparemment non. Mais tu vois, c'est ces gens aussi. Tu sais, on dit souvent quand t'as un artiste c'est quelqu'un aussi d'obsessionnel sur un sujet, un thème où on va retrouver tout le temps sa patte et son style parce que il est obsessionnel sur quelque chose. Bon, Luc Besson, c'est les jeunes filles. Apparemment, hein, on va pas spoiler non plus les fins des procès, mais on va pas spoiler la justice française. Mais le truc, c'est que ils ont chacun leur obsession. Star Wars, là, clairement, J.J. Abrams, c'est un mec quand même. C'est quand même un mec qui a rebooté Star Trek, qui a rebooté Star Wars. On est quand même sur, Il a rebooté le lens flare aussi. il a rebooté. C'est un fan aussi de Spielberg. Le mec, il a fait un hommage de 2h30 à Spielberg dans Super 8. Enfin, ce gars-là, il vit à travers son œil d'enfant de trucs. Tu peux pas lui reprocher. Après, il fait ce qu'il. En plus, encore une fois, il fait ce qu'il veut puisqu'il s'en branle. On lui file 50 millions de dollars, 200 millions de dollars peut-être plus, 200 millions de dollars, et le gars il dit ouais, bah je vais faire ce que j'ai envie de faire. Après là, je pense où il avait beaucoup plus de pression, c'était effectivement chez Disney avec Star Wars. Et comme je dis, même avec la pression des producteurs, etc. Moi, je trouve qu'il a réussi à amener des trucs. Ouais, enfin, faut juste pas oublier un truc, c'est qu'aux États-Unis, malgré tout, un réalisateur, même si on les met souvent en avant, c'est un employé. C'est pas lui qui a le final cut. C'est en gros. En gros, Gigi s'est pointé, on lui a dit bon, tu vas bosser avec les scénaristes, tu vas mettre un peu ta vision, mais bon, la trame générale, grosso merdo, t'inquiète, c'est ça. Prends le papier, il est là. C'est ça. Après, ils ont fait des modifications. Enfin, il a son mot à dire. Qu'est-ce que tu veux. Mais un auteur de génie. Mais voilà, enfin, il y a ça aussi. Mais après, effectivement, je trouve que sur Star Wars 7, moi, ce qui me déplaît, c'est que ça soit une repompe et que je trouve qu'ils ont pas. En fait, ils ont pas porté le Star Wars. En fait, ils ont pas été plus loin. Ils ont fait un truc gentil. Ouais, ils pouvaient pas en faire un film d'auteur non plus. Hein. Ah non, mais
Ah, mais tu Non, peux... mais c'est vrai. Non, mais tu peux faire un Xavier blockbuster. Dolan Tu peux faire un fait blockbuster. pour l'épisode 9. Tu peux faire un blockbuster sans un truc assez sans avoir, suave enfin, avec je sais une pas, tu vois, caméra. t'es pas obligé de faire la même chose. Bah, c'était Lucas qui disait Bah, qu'au début, Star Wars, c'était une histoire de famille. Hein. C'était pas, ça voulait, Oui. enfin, ils se voulaient pas être une grande œuvre de science-fiction. C'était vraiment une histoire de famille. Mais tu vois, un en truc même temps, con, tu l'embrasses sa sœur. pour hein. le dernier Avengers, bah, il m'a surpris. Ah ouais? Bah, parce qu'au J'ai pas vu. parce qu'au début, ah bah, ah ouais, si Encore. t'as pas vu, je t'en dis. Et non, toujours pas. Faut que je Bon, demande à il tous. se passe un truc au début et j'ai fait, ah, ok, très bien. Ils évacuent tout de suite des choses dans le dernier et tu te dis ah quand même ils ont eu des couilles. Et ça libère du coup de. Parce que c'est Disney, parce que tu te dis ouais quand même tu vois et même ils se sont permis des choses pour plusieurs raisons aussi, je pense des raisons financières pour d'autres des acteurs, des choses comme ça, mais ils ont eu des couilles. Je suis d'accord avec toi, on va pas en dire plus pour ceux qui l'ont pas vu parce que c'était il y a pas si longtemps et je crois qu'il vient à peine de sortir en Blu-ray DVD. Non, il est déjà sorti, mais bon, enfin bref, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va pas aller on au-delà. va pas divulgacher, mais effectivement, j'ai trouvé qu'assez rapidement, ils ont fait des trucs, et moi au ciné, j'ai fait ah ben, je pensais pas. Est-ce que t'en attendais pas moins d'un Avengers que d'un Star Wars? Ah si, certainement. Si, parce que c'est du Oui, mais Non, du coup, tu le vois avec une perception un peu différente. Ah aussi. non, mais il est hyper exigeant avec Star Wars. À chaque fois, on y va ensemble. Non, mais c'est l'enfer. La différence, c'est que quand j'étais voir Avengers Infinity War, le dernier, je sais plus. Endgame, c'est le dernier. Endgame. Eh ben, j'ai pas eu l'impression de voir un film que j'avais déjà vu. Tu vois la petite nuance. Ah, du coup, ça m'intéresse parce qu'avec les Marvel. Voilà, la petite nuance où, en gros, excusez-moi du peu. Ils évacuent des trucs et ils doivent trouver des solutions à d'autres problèmes où je me suis dit, voilà, la solution c'est ça, puis ils font ça, bam, boum, pif, paf. Ah, non. Merde. Bon, ben, faut qu'on fasse autrement. On peut parler quand même. Moi, là, peut-être où je te rejoins, c'est qu'effectivement, bon, la trame est escalée, même si je trouve que c'est un film un poil différent et que ça essaye d'utiliser les codes de maintenant. Alors peut-être que si tu veux, ça peut être sensiblement un reboot avec les codes de maintenant. On peut définir comme ça, mais Disney est quand même aujourd'hui spécialiste des reboots, des reboots, non, des remakes live. D'ailleurs, on va peut-être se recentrer sur les fans. Exactement. C'est vrai qu'on en est loin. Et du coup, on va retomber un peu sur nos pieds, mais des reboots live, des remakes live sur, par exemple, on a parlé du Roi Lion la dernière fois, je crois que j'avais gueulé sur le Roi Lion. Ah, je crois que t'as craché dessus pour être précis. J'étais dégueulasse, t'as craché sur Le le micro et tout. était dégueu. J'avais craché sur le Roi Lion. Aujourd'hui, Disney, quand tu me parles, j'ai l'impression de voir le même film. Quand tu vas voir un film live, alors j'ai pas vu Aladdin, j'ai vu juste le livre de la jungle. Ils font un remake, Le Roi c'est pas Lion. tout à fait pareil, tu vois. Ils Ouais, présentent mais pas ça comme une suite. Non, ils présentent pas ça comme une suite, mais aujourd'hui, c'est compliqué de faire autre chose. On a eu quand même, de notre vivant, on a eu, je dis ça, on n'est pas vieux, mais en 12 ans, je sais pas, 12 ou 13 ans, on a eu combien? 3 reboots de Spider-Man? L'enfer. J'ai détesté. 3 reboots en moins de 12 ans. On a eu des Tomb Raider des Lara Croft aussi. On a eu. Il y en a eu que 2. Il y a eu Angelina Jolie. C'est pas mal pour un truc qui est sorti dans les années fin 90, début 2000, pour un jeu vidéo qui est sorti il y a moins de 20. Il y a eu Hitman. Il y a eu Hitman, il y en a eu au moins 2 aussi. Il y en a eu 2. Il y a eu celui de Jean, je crois, et. Non mais je suis désolé, quand tu vas voir un Jurassic World qui est un redit de Jurassic. Alors exact, ouais, celui-là on peut en parler. On peut parler de Jurassic World et que du Jurassic World 3 qu'ils veulent faire avec Sam Neill, avec Laura Dern et avec et Ian Malcolm. Et Ian Malcolm qui est la mouche. Ah là, j'ai perdu, qui est dans Thor Ragnarok. Tu vas m'aider. Qui fait la mouche? Oui. Ben c'est facile. Ah là, j'ai perdu. Non, en plus, je l'aime beaucoup cet acteur. Mais oui, mais bien sûr. Bon, vous l'avez. Criez, on vous entend. Et aujourd'hui, ce qui peut me dire que c'est des films originaux? Je suis désolé, mais et c'est pour ça que quand tu viens cracher sur Star Wars, ce que je te disais, effectivement, c'est un peu un redit, mais c'était un redit pour essayer de remettre un peu dans le bain les mecs qui étaient déjà, et pour Jeff Goldblum. Merci, Jeff Goldblum, donc, et de remettre dans le bain les mecs qui étaient déjà, et de faire rentrer tout doucement, parce que le bain est juste tiède de ce qu'il faut, les nouveaux, c'est tout. Non mais Jurassic World, par contre, c'est une chiasse. Hein. Mais il faut pas le voir comme un Jurassic Park. C'est un film qui se laisse regarder. Jurassic World. Merci Nicolas. Non, mais je veux dire. Faut pas le voir comme un Jurassic Park, mais bon, c'est bien. Après, mon problème, c'est que j'aime beaucoup Chris Pratt, non pas parce qu'il vote Trump, mais il vote Trump, hein. Ouais. Et mais pour Parks and Recreation. Parks and Recreation. Oui, c'est un génie dedans. Mais pas que, les Gardiens de la Galaxie, il est très bien dans les Gardiens de la Galaxie. Oui, mais du coup, j'avais vu Parks and Recreation avant les Gardiens. Et du coup, j'ai une image de Chris Pratt qui est trop haute. Une bonne image. Alors, par contre, tu vois, ils se sont vachement écartés de Jurassic Park 2 avec Jurassic World 2.
il est vraiment une à chier. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas vu le 2 du coup pour le coup. Non, mais c'est pas grave. Mais après j'ai Franchement, trouvé j'ai trouvé que c'était un film qui... T'as 2 heures devant toi? Ne regarde pas ce film. Je trouvais que c'était un film qui était complètement incohérent et débile, mais voilà, qui se laisse qui se laisse regarder le temps d'une soirée. Ouais, mais tu pourras regarder Jurassic Park, Parce ça que serait la même chose, quoi. Pour le coup, j'ai vraiment séparé les vieux Jurassic Park des nouveaux. Pour moi, c'était vraiment, on fait une suite parce qu'il faut rattraper un peu parce que les dinosaures c'est à la mode, mais c'est plus, enfin on n'est plus lié. Et puis il y avait rien qui liait dans le premier Jurassic World, il y avait rien qui me liait avec les anciens, comme l'ont fait Star Wars 8 avec du Harrison Ford en fait, le Star Wars 8, c'est une saga. suite, c'est une saga. Remake. Oui. C'est là où Marc Hamill, où ils sont un peu. Ouais. Merci. J'ai perdu complètement ce nom. C'est là où c'est un peu bizarre. Moi, c'est ça qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils présentent ça comme une suite, mais c'est la même trame générale de 7 que l'épisode 4. en même temps, ils ont dépensé sans compter. Mais Jurassic World et Jurassic Park, en gros, ils présentaient ça limite comme un reboot, mais c'est pas vraiment un reboot. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je te disais, c'était mon argument, c'était des exemples, c'est qu'aujourd'hui, va taper un truc original, c'est compliqué. Donc c'était. Après, on a encore ouvert une parenthèse, on était parti sur les polémiques avant, pour les choix surtout des acteurs. On parlait de Disney, donc effectivement, qui font des live action remake movies. Je sais rien. Kevin Adams aussi d'ailleurs, Aladdin, mais bon. Oui, et un Aladdin également. Tant qu'à faire des jeux de mots. Merci. Et du coup, pour revenir sur Disney, pour revenir sur les fans qui crient avant, c'est le choix de l'actrice de La Petite Sirène, qui est black, donc du coup. Et donc tout le monde a crié au scandale parce que c'était une danoise black, ça n'existe pas. Quelqu'un certainement au Danemark il y a pas de noir certainement. Non, c'est bien connu. C'est bien connu. Donc voilà, et du coup ils ont crié et moi ce qui me fait rire, on en parlait en off. Moi ce qui me fait rire c'est que une nana avec une queue de poisson, pas de problème, c'est pas détonnant, mais par contre une danoise black, là ça commence à... Et on est sur ce genre de débat aujourd'hui, avant même que ça se produise, avant même quand tu déclares déjà les noms, tu dis mais ça va pas, moi j'aurais pas choisi elle, j'aurais choisi une autre nana, elle va beaucoup mieux, elle a les cheveux plus lisses, elle a les cheveux plus machin. Aujourd'hui, ça part là-dessus. Vous pensez quoi déjà de cette polémique? On parlera aussi d'une autre polémique. Alors, pour la petite sirène noire, oui. Comment je m'en bats les couilles, enfin, je trouve ça tellement ridicule. Effectivement, mon Dieu, il y a une sirène, elle est noire. Déjà, je trouve ça une dommage de devoir le préciser, quoi. Une femme, en fait. poisson. Oui. Presque ça. On en est là, quoi. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on ait donné tant d'outils aux gens sur Internet pour pouvoir s'exprimer, en fait, finalement. Parce que tu prends tous les réseaux sociaux et... Bonjour Adolphe, comment allez-vous? Non, mais enfin, je veux dire... dans les dernières années, toutes les critiques, c'est parce qu'on a accès à du Twitter, à du Facebook, à du machin, où les gens s'expriment et du coup ils font des sondages gratos sur Internet. C'est comme tu avais le truc pour les acteurs noirs, c'est qu'à un moment, Idris Elba était pressenti pour faire James Bond. Bon. Est-ce que franchement, Idris Elba, c'est quand même pas un putain de bon acteur, quoi. Et il aurait fait un James Bond de ouf. Il aurait fait un James Bond de ouf. On a le même problème avec. C'est pas perdu, hein. On a le même problème avec je crois qu'il veut plus. Mais franchement, pour éviter les polémiques. Oui, effectivement, l'auteur d'origine de James Bond aurait fait la toupie dans sa tombe parce qu'il aimait pas trop les gens de couleur. Ouais, mais il est mort, il va bien se faire enculer, pardon. Mais bon, Idriss Elba, quoi, putain. Non, mais après, de devoir préciser, tu choisis l'acteur parce c'est un bon acteur. Est-ce que si c'est pas choisi pour de mauvaises raisons et pour des quotas et pour des trucs comme ça de la part des studios et que eux-mêmes sont pas dans un truc inverse. Même des fois, quand c'est choisi pour des quotas, effectivement, tu dis, ah bah tiens, ce personnage, il est noir, c'est bizarre et tout dans le contexte. Mais putain, si l'acteur il joue bien. Non, mais c'est pas que c'est bizarre. Moi, je trouve ça dommage qu'ils soient choisis justement pas parce qu'ils sont bons, mais pas pour des raisons de quota. C'est ça que je suis en train de dire. Et puis comme tu dis, que ce soit précisé, on s'en fout. Que ce soit précisé, on s'en fout. Là, Denzel Washington est pressenti pour être le nouveau Magneto, parce que j'ai oublié de dire qu'on a rebooté 6 fois les X-Men aussi depuis qu'on est né. On va ressortir les VHS alors. Je sais pas, non mais beaucoup trop de fois. Oui, on est pas mal. Et du coup, pareil. Polémique parce que effectivement donc Magneto dans le comics est un survivant de l'Holocauste. Alors ça on en avait parlé en off il y a quelques temps. Moi j'avais dit à un moment, les gars, regardez la date où on est. C'est-à-dire, tu m'as dit ils veulent faire un reboot mais dans les années 90, c'est ça? Non, enfin je sais pas quel est le projet. Je suis perdu les gars. Eux aussi. Imaginons là Disney. Ils ont les X-Men. Ils ont de l'argent. Ils veulent mettre Magneto. Ouais.
Déjà, c'est dur de trouver des cassettes. Déjà, les VHS, c'est mort. C'est hyper mort, les VHS. Déjà, Je dois avoir Eric et Ramsey au Palais des Glaces s'ils veulent. alors, Magnéto Serge. on verra. Je vous rappelle qu'il y a un truc dans le dernier, Vas-y. dans le dernier Avenger. Ah, putain, Peut-être qu'ils pourront avoir des cassettes. Ah, mais oui, bon, oui, bref. peut-être. D'accord. Non, mais Magneto, Serge. Serge. C'est le célèbre Magneto Serge, effectivement. Les vieux cons. Et donc, il est un mutant, Serge. Il est noir, en plus. Non, mais là, pour le coup, Serge Calfon. ça se passe les X-Men, enfin, la timeline actuelle des Marvel, ils sont en 2023 ou un truc comme ça. Ils sont avancés, On va faire comment avec un Magneto qui était dans les camps de concentration? Je pense que les survivants des camps de concentration ne sont plus si jeunes que ça. Non. Donc Sauf s'il était tout petit. si on introduit les X-Men maintenant dans le MCU, il va peut-être falloir faire une origin story différente. Va peut-être falloir réinventer les personnages. Non, mais Oh, ils en sont capables. Donc sûr. c'est là, enfin, à un Il n'y a pas moment, de polémique. donc à un moment, les mecs qui râlent pour ça, Puis Denzel, c'est un putain de bon acteur. posez-vous la question, En quoi. plus, voilà, excusez-moi. Clairement. Chez Washington, quoi. oui, Monsieur Washington. Il a été président. Ah non, c'est pas lui. Ils ont même fait le mot Washington pour lui. quoi. Voilà. Alors vraiment, renvoyez vos livres d'histoire, les gars. Et effectivement, toutes ces polémiques qui arrivent avant, c'est ce que disait Georges Lucas dans sa citation, c'est les polémiques qui arrivent avant que le truc est fait. Donnez-leur une chance. D'un autre côté, bordel, quoi. Déjà. D'un autre côté, je peux comprendre certaines polémiques où effectivement il y a des problèmes de couleur, de peau, d'acteurs. Ou par exemple, quand tu tournes Aladdin, plutôt que de prendre des gens qui ont un type moyen-oriental, tu prends Kev Adam. tu prends des bons caucasiens, tu les maquilles à mort. Tu parles du roi d'Égypte, toi. Non, Non, ils ont fait. Non, c'est le Prince of Egypt. Non, c'est le Disney d'Aladin. God of Egypt. Pour les premiers, oui, effectivement, God of Egypt avec Christian Bale qui est très Batmanesque. Batmanesque. Comme toujours. Et justement, tu vois qu'il sortait plus la nuit que le jour. Non, mais c'est Disney pour lors des premières photos d'Aladin où grosso merdo, les mecs derrière, c'est pas du tout ils ont pas le type un peu perse quoi. Hein. Ils ont plus le type européen du Nord à qui on a collé du maquillage. Donc. Ouais. Non, Là aussi, l'inverse. Là aussi, pour moi, c'est un problème aussi. Enfin, je trouve ça ridicule de faire un film qui se passe au Moyen-Orient et de dire, on va prendre des blancs. Ben, je sais pas. Enfin, prenez des mecs du Moyen-Orient. Des mecs qui vont au moins dans des cabines de soleil. Qui font des massages aux UV, quoi. Enfin, tu me diras. Au moins. Tu me diras, c'est. Qui vont aux Seychelles. C'est Maldives avec C'est John Wayne qui avait fait Genghis Khan. Dans un film. Ils avaient fait un film sur Genghis Khan et c'était John Wayne qui le. C'est un putain de bon acteur aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus. Il plissait un peu les yeux quand même pour le rôle. Incroyable. Ah oui, là on en était là. Oui, mais c'est pas la même c'est génération. un jeu d'acteur, c'est une. François, il a joué un électricien, voilà. Il jouait très mal. Il l'a fait qu'une fois. Les enfants, nous avançons dans ce podcast. Je sais Nicolas et moi-même, on voulait parler un peu de fanfiction. Oui. On voulait parler. Alors moi, avant de venir sur les fanfictions, je voulais juste faire un petit intermède sur les fanfilms déjà aussi, parce que. Il y a des très bons trucs. Je les rejoins un petit peu aux fanfictions. On va être un peu plus sur les fanfictions, mais les fanfilms aujourd'hui, c'est des gens comme vous et moi qui ont un petit peu enfin pas comme vous et moi puisqu'ils ont du talent eux, peut-être vous, mais moins moi, et qui font des films issus d'univers un petit peu comme les fanfictions sont à la littérature, le fanfilm est au cinéma. Du coup, c'est intéressant de voir aussi que ce que je disais tout à l'heure, j'ai essayé d'être positif et je suis content qu'on finisse sur les fanfictions, même si on verra que c'est pas toujours positif. Mais, de finir quand même que sur les fans peuvent aussi apporter des choses. On n'est pas seulement là, voilà. Et les fanfilms, je vous les recommande tous, puisqu'il y en a sur tous les thèmes, sur tous les films, sur tout ce qui existe. Il y a des live-action Dragon Ball qui sont bien mieux que le film Dragon Ball Evolution. Mais largement. Tu peux pas dire ça. Et justement, qualitativement, contrairement à beaucoup de fanfictions, les fanfilms, souvent, sont de très très bonne qualité pour les moyens dont ils disposent. Oui. Et ça, c'est vraiment... Ce qui veut dire que les mecs, ils mettent vraiment de la passion. Et quand ils ont effectivement quand t'as pas d'idées, quand t'as pas d'argent, t'as des idées et tu essayes de les mettre en œuvre. Et c'est vachement intéressant. Donc si vous pouvez... Voilà, creuser un petit peu ce truc-là. Bon, je ne vais pas en m'étaler plus, on est déjà suffisamment long. Mais et là, on va parler. Nico nous a préparé. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Nico? Tiens, parce que ça tombe bien que tu parles de fanfiction, parce que justement, on trouve donc des fanfictions. Alors, c'est quoi déjà peut-être une fanfiction? Est-ce que tu peux nous le dire? Alors, est-ce que tu veux la définition? On est en pleine catastrophe du côté de chez Patrick. En fait, je comptais sur les gars pour qu'ils se servent leur bière. Ils
Ils ont pas On n'a touché les pas, on n'a bouteilles. pas bougé encore. Et moi, j'ai galéré avec la mienne. Alors le matos, je l'ai mis en hauteur et j'ai bien fait. Si vous avez un podcast, petit tips, mettez tout sur des pieds. Donc les fanfictions, c'est globalement souvent, j'ai aucune définition, donc c'est du freestyle, des fans, peu importe leur métier, etc., qui se sont mis à écrire, notamment pour la plupart, des choses qui se transforment en film ou pas, mais en tout cas qui écrivent basés sur un univers et qui écrivent leur vision ou la suite de l'histoire ou un spin-off mais basé sur un univers qui est déjà établi. ouais. Ça peut être un roman. Ou évidemment, la règle 34 d'Internet, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. La règle 34 d'Internet. Alors, je vais finir juste sur Vous regardez chez vous. la définition de fanfiction. Vas-y, finis. Alors, la définition, effectivement, c'est en fait, c'est une fanfiction, c'est un récit que certains fans écrivent pour prolonger, amender ou même totalement transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent. Donc, un roman, un manga, une série télévisée, un film, un jeu vidéo ou encore même des célébrités, tout simplement. Et donc, ils reprennent le thème en les développant avec les scénarios d'origine, parfois, ou avec en tout cas, les personnages des fictions ou les célébrités. Et parfois, effectivement, ça dérive vers la règle 34. Ce que Patrick entend par là, c'est que si quelque chose existe, il existe effectivement tout porno pour cette chose-là. Il y a forcément une version porno. Et effectivement, je pense que sur les internets, il y a des fanfictions sur Patrick et son orthophoniste qui font des choses. Et alors, notre thème, c'était quand même est-ce que les fans sont le cancer de la créativité ou pas. Ouais. Il y a quand même des choses qui sont sorties dont je ne vais pas juger la qualité, mais je veux dire des gens qui, partis d'une fanfiction, ont réussi quand même à sortir notamament des films. Donc ils ont eu quand même un budget C'est sur le truc. intéressant, c'est intéressant. J'ai quelques exemples, notamment le film plutôt Mortal Instrument Ok. j'ai perdu son nom, je crois que c'est Cassandra Clare, peu importe, qui en fait Pas pour elle. Ok. c'était un film mais issu d'une série de bouquins je crois qu'elle a écrit elle-même, et cette série de bouquins était inspirée de la trilogie de Draco donc de Harry Potter. D'accord. Donc elle a fait une fanfiction de sa fanfiction et a pu en sortir un film, ce qui est un peu méta, mais apparemment en 2013, donc ça a donné un film. J'ai même pas regardé sur comment ça s'appelle, Rotten Tomatoes voir Mais c'est avec les personnages originaux. Enfin, je veux dire, c'est avec Draco. Non, pas du tout. Ça est vraiment éloigné. Et vu l'affiche, c'est plutôt science-fiction que. D'accord. Mais ça a dérivé finalement sur un vrai truc, quoi. Mais voilà, de sa fanfiction d'Harry Potter, elle a réussi à en sortir quelque chose et de sortir un film. Les 50 nuances de gris, qui sont une fanfiction de Twilight. D'accord. C'est la dame qui a écrit ça. La dame. La dame, je sais pas. La madame. La madame. On vous présente Nico, 12 ans. Nico qui aime l'érotisme. Apparemment. Elle a donc écrit une fanfiction qui est devenue 50 nuances de gris. L'érotisme soft pour la ménagère de. Donc, comme quoi, on est loin des vampires. Effectivement. Il y a aussi Ça s'use quand même. Pride, Merci, Préjudice et Zombies. Pride, Préjudice et Zombies, qui est une fanfiction aussi. D'Orgueil et Préjugés, je suppose. Oui, notamment. Enfin, de Orgueil et Préjugés. Orgueil, Préjugés, Zombies, ouais. Ouais, Ça, et apparemment aussi inspiré de Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Bien sûr. Non, Ouais. c'est sorti avant. C'est pas sorti avant. Pride, Préjudice et Zombies serait sorti après. D'accord, je croyais que c'était plus vieux. Abraham Lincoln, tueur de zombies, je sais pas, Patrick, tu le recommandes, tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Merci, Patrick. Alors, si, si, je l'ai vu. 5 étoiles. Ah, mais, non, mais je vais aussi régulièrement sur Nanarland, faut le savoir. Bon, ça se regarde, c'est marrant. On pourra en parler de Nanarland. After, c'est mon dernier, qui est un film issu d'une fanfiction basée sur Harry Styles de One Direction. Ah. Je suis pas allé plus loin que ça. Et du du coup, vas-y. Non, J'avais un petit quiz justement. Ah oui, je vais pas déflorer ton quiz, alors allons-y. Tac, 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 si j'arrive à relire mes notes. Donc, un petit quiz. Je vais vous donner un pitch. Ouais. Et vous allez me dire si c'est une fanfiction ou pas du tout. Ah, ok. Ok. Pitch. Voldemort et Pikachu ont une relation sexuelle. En fait, bien sûr que Oui, ça existe. bien sûr. C'est effectivement une vraie fanfiction. Voilà. Non, mais Tous les liens seront disponibles. ça sera toujours oui. Oui, c'est ça. Ce quiz, je voulais le faire pour tout avouer à Mais tout le monde. c'est vrai qu'on est souvent sur du oui. Et j'ai trouvé tout ce que j'avais inventé. Du coup, en fait, c'est extrêmement difficile de sortir des choses qui n'ont pas été faites. exactement. Tout le monde a couché avec tout le monde. Alors, je sais pas si vous vous rappelez un vieux dessin animé, Madame Bille en tête, Ouais. le bus magique, Ok, bus magique, ouais. est complètement bourré et tous les enfants du bus magique sont bien drogués et les enfants se retrouvent bloqués dans une salle de classe pendant plusieurs jours et Madame Bille en tête a une relation assez étrange avec le lézard. Ça va tes enfants en ce moment, toi? Écoute, je leur lis plein de nouvelles histoires, ils aiment bien.
J'ai envie de dire, ça a l'air vrai. Je te vois pas écrire tout ça. Ouais, je pense que c'est parti trop Parce loin. que c'est vrai. C'est tellement vrai. Alors, la prochaine est spoilée parce qu'on en a parlé en off. Cyprien et Squeezie ont une relation sexuelle. Mais bien sûr. Mais alors, si vous tapez n'importe quel youtubeur avec n'importe quel autre youtubeur sur des fanfictions, vous allez trouver. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les fanfictions. C'est incroyable. Les gens, ils veulent absolument qu'ils couchent avec tout le monde, et sans raison. Hein. Il y a vraiment, c'est pas amené, hein, c'est vraiment. Mais est-ce que ça tourne pas quand même au taquet autour du cul? Il y a beaucoup de c'est fanfictions énormément cul, autour de énormément. Et en plus, ils aiment bien les trucs un peu chelous. Bon, je ferai après, je vous donnerai les pitchs et vous me donnerez l'œuvre originale aussi tout à l'heure. J'en ai quelques-uns. Voilà, quand même, j'ai fait un mini quiz aussi. Non, cela était nul. Luke Skywalker découvre la porte des étoiles et se retrouve sur la planète donc P3X 888, qui est la terre des Goa'uld. Évidemment, tout le monde le sait. Et il baise avec une pyramide. Et se fait finalement dévorer par un prédateur. Bon, j'ai envie de dire, ça me paraît bien. Déjà, ça m'attire. J'ai envie de le lire. Ouais, ça... Eh ben, c'est complètement faux. Et je suis en plein dans l'écriture de ça. Donc, si tu es dans l'écriture, c'est vrai. Oui. Harry Styles, dont on a parlé de One Direction, doit manger une vieille patate terreuse. Oh, j'ai envie de dire vrai. C'est vrai, c'est incroyable, mais vrai. Kylo Ren et le général Hux ont une relation BDSM. Oui. Oh, bien sûr. Évidemment. Je filerai les liens à tous ceux qui s'intéressent. Il doit bien y avoir un manga avec des tentacules qui parlent de ça, franchement. Des centaines de personnes se rejoignent à la zone 51 et tentent de percer les barrières en courant comme Naruto. Non, alors, c'est Facebook. C'est pas une fanfiction. C'est faux, ouais, et ça aurait dû rester vraiment une fiction. Et enfin, Dumbledore et le Choixpeau ont des relations sexuelles. Ah bah oui, franchement, oui, forcément. Qui n'a jamais fauté avec un Choixpeau? Et ben c'est évidemment vrai, mais c'est vrai que du coup tout porte autour du sexe. Hein. Alors voilà, enfin, dans les fanfictions on retrouve beaucoup. Je voudrais pas décevoir tout le monde, mais comme on a fait des recherches, on est tombé sur plein de choses. Forcément, on est tombé sur des fanfictions. Je commençais à lire quelques trucs, hein, beaucoup de pitch. Tout n'est vraiment pas très bon, hein, vraiment. C'est compliqué de trouver des choses correctes. Avant que tu passes, je me suis même posé une question à force de retrouver des trucs où il y avait que des relations sexuelles. Si les parodies porno, c'était pas un peu des fanfictions finalement? Ah, finalement. Ouais, bah, je pense que de toute façon, c'est pas moins bien écrit. Vraiment, au niveau qualitatif. J'ai eu du mal. Là, j'ai relevé quelques pitchs. J'ai essayé alors de trouver vous pourrez les retrouver sur fanfiction.fr, puisque fanfiction.fr, le premier site de fanfiction en France qui regroupe les fanfictions françaises. Bien sûr, je sais pas du tout, je les connaissais pas jusqu'à hier. Hein. Mais donc vous allez me dire, il y a vraiment un site qui regroupe les fanfictions. Oui, bien sûr, fanfiction.fr. Je viens de te dire. J'ai quelques stats d'ailleurs qui ont sorti qui sont marrantes. Je vais vous dire les pitchs. Ça va être plutôt simple hein, parce que tout est dans le truc. Je vous dis les pitchs, vous me dites déjà si ça vous attire. Et il y en a qui m'ont fait vraiment rire. Et si d'où ça vient. Si vous pouvez me donner l'œuvre originale, ça va être très facile. Hein. Le premier est très très facile. La vie d'April ne sera plus jamais la même après cette nuit incroyable avec Donatello. La tortue pour qui elle avait de profonds sentiments. Ah ben il y a un gros bâton. Hein. Leur histoire va être bouleversée par une annonce des plus improbables. Les problèmes s'accumuleront. Mais pourront-ils trouver un moyen d'y faire face? Et comment on peut appeler le couple April Donatello Apritello? Il y a un nom pour ça. C'est incroyable. Donc bien sûr. Je vais pas vous faire l'affront de trouver, mais bien sûr c'est Tortue Ninja. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable qu'il y ait un nom pour le couple April et Donatello quoi. Donatello qui c'est ma tortue préférée. Tortue Ninja. Je suis plutôt le Leonardo, mais après voilà. Team Leonardo. Et nous avons un team Michelangelo au bout. Exactement. Voilà donc comme quoi personne n'aime Raphaël. C'est vrai que Raphaël, il y a personne qui l'aime. Chacun sa tortue. Ça c'est très facile encore une fois, mais fanfiction un peu dystopique. Dystopique, ouais. Oui. Que se serait-il passé si les parents de Bruce Wayne n'étaient pas morts? Le Chevalier Noir apprendrait-il les hauteurs de Gotham? Que deviendrait la ville? Dans cette fanfiction, découvrez ce qu'aurait pu arriver à Thomas et Martha Wayne s'ils n'avaient pas été assassinés. Mais si Gotham a une chose à nous enseigner, ce ne serait que rien n'est jamais vraiment comme il paraît. Alors, il faut savoir qu'il y a un comics qui existe vraiment. Qui en parle déjà? Où c'est Bruce qui meurt. Je me suis dit sur les comics, les comics, c'est un peu des fanfictions aussi parfois. Oui. C'est toujours des univers parallèles, des choses comme ça. Marvel veut sortir une série What If. Ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, qui sera sur Disney+. Merci. Ah ouais? Bien sûr. Ils sont très forts. 5,99€ par mois. Voilà. Pas cher.
Alors, Billy Ray Copperwhite est la fille de Palpatine. Elle rejoint la rébellion où elle rencontre Luke Skywalker, qui est maintenant son petit ami. Ensemble, ils s'apprêtent à participer à la bataille d'Endor, qui scellera le sort de la rébellion et de la galaxie tout entière. Leur amour survivra-t-il à cette rencontre avec leurs pères respectifs? Wow. Pourquoi pas, hein. Mais là, Ça s'appelle Nanar Wars. c'est la modale du truc, c'est qu'ils ont réécrit le film, quoi. Mais carrément. Ah, mais ça peut être dystopique, c'est ça qui est fou. Univers alternatif. Hill Valley, le 21 octobre 2015, Marty Senior rumine la rancœur de son licenciement, sort prendre l'air et qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre son double de 85. Le continuum espace-temps va-t-il exploser? C'est un POV de Marty de 2015. Point of view, donc le point de vue de... D'ailleurs, en parlant de Retour vers le futur, je sais pas s'il y a quelque chose de prévu, mais ça pend au nez j'ai peur. J'ai vraiment Par peur. contre, Zemeckis s'y est toujours opposé. Hein. Ah ouais. Oui, mais à un moment, il va mourir et les droits vont se vendre. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit. À qui sont les droits? Le dessin animé était très bien. Oui. Le dessin animé était pas mal. Oui. Avec les enfants, Jules et Verne. Bien sûr. Oui. Allez. Alors on fait le dernier. 10 ans que nous les avons quittés, 10 ans que leurs vies ont changé. Que sont-ils devenus? Que font-ils aujourd'hui? Les choses et les gens changent, mais l'amitié reste-t-elle intacte? Pas si sûr. Ce qui est sûr aujourd'hui, le 3 septembre 2014, ils sont tous là pour une triste raison. L'enterrement d'un être aimé est toujours douloureux, triste et bouleversant et injuste. Alors, c'est vrai que c'est Friends le retour. C'est Friends le retour, exactement. Ouais, je sais pas pourquoi, tu vois. Tu vois, je pensais que ça allait être plus difficile que ça. C'est Friends 10 ans. Alors, en fait, j'ai écouté un autre podcast. Au début de la fin, ils ont parlé de Friends. Ça fait un peu les petits mouchoirs, quoi. Ça. Ah, mais clairement. Voilà, donc les fanfictions, super, un monde incroyable. C'est vrai que c'est marrant quand même. Un monde très sexuel, mais c'est marrant. Un monde où je suis sûr que si nos 7 auditeurs un jour se multiplient, Patrick, t'auras une fanfiction orthophoniste. Mais alors, j'attends tellement ça avec impatience. Mais alors, il y a je voulais l'écrire pour ce soir et je trouvais que c'était trop. C'était ça, d'accord. Non, pour Star Wars, l'univers étendu. Ouais. Moi, je veux dire déconnant, mais c'est des il y en a clairement, c'est des fanfictions, quoi. Il y en a une, c'est Han Solo et Chewbacca qui exploitent un cinéma ou des conneries comme ça. Hein. Enfin, clairement, il y a du très bien et il y a de la bonne grosse merde. Mais c'est ça que je trouve marrant dans les fanfictions, c'est que justement, t'as pas mal de systèmes de vote sur les sites de fanfiction. Ça remonte un peu comme un Et du coup, il y en a quand même qui arrivent où je sais qu'il y en a qui ont plus ou moins édité des bouquins ou en tout cas des trucs. Il y a des bons auteurs. Et je trouve ça vraiment marrant, quoi, finalement. C'est comme sur YouTube, il y a des bons, bons créateurs. Et il y a des gars, tu leur dis, tiens, voilà un univers, ils arrivent à s'approprier. Et à faire quelque chose avec. Chose que Jean Lucas a pas réussi à faire avec le sien. C'est pour ça que... Ce sera notre conclusion. Merci d'avoir... Moi, j'arrive à troller quoi qu'il arrive. Pour accrocher au thème, savoir si le fan est un cancer de la créativité, je pense que les fanfictions, c'est un bon truc pour que les fans continuent ou même changent complètement l'univers en se basant sur un autre. On aime bien ou on n'aime pas, mais 50 nuances degrés qui part de Twilight, je trouve ça marrant. Je suis pas client de ça, mais je veux dire, je trouve ça marrant que... J'ai mon fouet sur moi toujours, mais après, bon. Mais je trouve ça marrant, justement. Après, les pétitions pour changer la couleur des yeux de Rey dans Star Wars, j'accroche moyen ce genre de truc. Non, mais c'est vrai que c'est toujours touchy, tu vois, on parlait de Sonic, c'est toujours touchy de toucher à des icônes comme ça en les modifiant drastiquement. Et même si c'est une vision, mais dans ce cas, c'est une vision qui va pas rapporter d'argent, quoi. Ah, on va conclure parce qu'on arrive à. Je pense qu'on sur les émissions, on en fera peut-être un autre. Un peu sur le même thème, mais c'est vraiment, on en a parlé rapidement, mais c'est sur l'œuvre, est-ce qu'elle appartient vraiment à son auteur jusqu'au bout, quoi, finalement. Bien sûr. Là, on parlait de remake machin, il y a Link's Awakening qui est sorti. Ouais. Le style graphique a beaucoup évolué parce qu'il est sur Game Boy. Qui est très décrié. Game Boy Advance. Color, quoi. Non, Game Boy. Game Boy Color. Il était déjà sur Game Boy. J'ai joué sur Game Boy. Aujourd'hui, c'est le DX qui est sorti. C'était ça. Il a évolué et ça divise, quoi qu'il arrive. Ça divise. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais laissé machin ou en dessin ou en machin. Bien sûr, ça divise parce que, comme tu dis, et pourtant, je pense que Link, en tout cas, c'est un des personnages qui a été le plus passé par différents styles. Et pourtant, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Toucher des icônes. Qu'un jeu vraiment de merde pour Link. Mais toucher des icônes, ça peut fonctionner. Philips CDI.
Mais tu vois, et c'est ce que je voulais dire, c'était que ça peut fonctionner aussi. Et donner la chance, enfin, pour moi, je fais ma petite conclusion avant que vous faites la suite, c'est donner la chance au truc avant de le juger, quoi. Tout simplement. Aller jusqu'au bout des films. Moi, je regarde toujours un film en entier, parce que je me dis, peut-être que la fin va sauver le truc. C'est rarement le cas quand le film me fait chier déjà au milieu, mais je donne quand même la chance, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, et peut-être qu'il y a 2-3 trucs à sauver. Et malgré tout ce que dit Patrick dans Star Wars, même dans l'épisode 1, il y a des trucs à sauver. Mais t'as des bonnes idées Darth au Maul, milieu. rien que la musique de John Williams pour le combat, The Final Phase, Duel of the Fate, pardon. Et bah, c'est un truc de fou. C'est s'il y a un truc à sauver, si ce film il a été fait juste pour ça, et bah très bien. Si on avait pu sauver Dark Maul aussi. Mais si on avait pu sauver Dark Maul, c'est peut-être le cas, on verra. Mais voilà, pour moi, ma conclusion, Nico, peut-être. Non, pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, que les fanfictions, c'est un bon moyen, je trouve, pour les fans de s'exprimer. De s'exprimer. Et par contre, c'est vrai que les sondages, c'est mignon, ça fait parler sur Twitter, mais c'est relou, quoi. Enfin, c'est pas ma cam. Ouais, après, chacun a son avis. Hein. On n'est pas obligé de tout ce qui fait le design de machin, de trucs. Oui. Mais je rejoins ton avis et c'est vrai que j'étais un peu plus raide dans mes idées, mais c'est vrai que c'est important aussi de donner sa chance au film, et il y a quand même des gens qui ont bossé dessus avec leur cœur. Qu'ils aient une mauvaise vision ou pas, ça c'est autre chose, mais je veux dire, après, pourquoi pas donner sa chance au truc, quoi. Ben, moi, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que il y a eu des grosses conneries, hein. Typiquement le truc de Sonic. Le design était dégueulasse. Oui. Bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose au film. Je suis pas sûr que le film soit une merveille. On va pas. Le design est très bon et que le film est pourri, ça changera rien. D'ailleurs, je vous coupe toute petite parenthèse. Je pense que le plus gros, je pense qu'ils ont eu un gros problème de timing en fait, parce que la bande-annonce de Détective Pikachu venait de sortir quelques semaines avant, et quand tu vois la gueule de Détective Pikachu par rapport à Sonic, tu dis ah oui, ils nous prennent pour des cons, Sonic, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a une histoire de timing là. Jim Carrey a réagi là-dessus, et il avait un truc vis-à-vis. Il mettait quelques doutes vis-à-vis du fait que les fans puissent avoir autant d'influence vraiment sur la production d'un film. Ah, mais on est dans une économie basée sur les fans, hein, maintenant. Ah oui, mais clairement. Donc, mais du coup, des fois, c'est bien, parce qu'on a pu le voir, ça. Des fois, c'est bien. Merci. Ben oui, non, mais enfin, tu vois, quand ils arrivent à sauver des séries ou des trucs comme ça, je trouve que mine de rien, de la mobilisation pour alors Lucifer, je m'en fous parce que j'ai regardé un peu avec ma femme, et puis elle est en train de finir de regarder tout ça. Moi, parce que j'aime bien, j'aime beaucoup, pas mais enfin moi j'ai beaucoup porté par l'acteur principal. Mais tu l'enlèves, il y a plus rien. Mais ouais, bah je trouve que c'est Sherlock Holmes, mais en moins bien. Mais enfin c'est un mode de Sherlock Holmes. Oui, non, c'est sûr. C'est un skin infernal, mais c'est mon avis. Non, mais il y a des trucs comme ça. D'un autre côté, il y a des points où effectivement aller refaire. Alors si, il y a un truc que j'avais bien aimé, c'est tu vois pour la sortie, enfin pour Mass Effect 3, la fin était un peu expéditive du jeu vidéo. Ils ont quand même fait des trucs où effectivement parce que c'est quand même une trilogie où tu joues pendant, on va dire, quelques heures pour être sympa. Le fait de rallonger un peu la fin, même si finalement ça a assez peu, tout ce que tu fais dans le jeu a peu d'influence sur les fins qui te sont proposées. Ça n'empêche que tu peux voir un peu ce qui arrive aux différents peuples que tu as pu aider. Donc ça, malgré tout, j'ai trouvé ça cool. Voilà, ça c'est cool. Mais d'un autre côté, voir mon petit préféré, voir une pétition signée par 20 000 chrétiens directement adressée à Netflix leur disant il faudrait arrêter avec Good Omen là, qui parle du diable, enfin qui parle de Satan, de l'antéchrist, avec un démon sympa et puis un ange qui sont copains et tout. Non, ça c'est pas bien, c'est vraiment pas bien et tout. Netflix faut arrêter de diffuser ça. Bon, c'est dommage que la série ait été diffusée sur Amazon et que la réponse d'Amazon fut 20 000 personnes ne peuvent pas avoir tort. Mais c'est incroyable. Là, moi je voulais juste aussi parler d'un petit peu du jeu vidéo. C'est ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, Nico pourrait en attester, c'est qu'aujourd'hui un jeu vidéo il sort, il est quasiment pas fini. C'est ça. Et du coup aujourd'hui il y a beaucoup de rajouts, et donc c'est une œuvre qui continue d'alimenter ou de corriger ou de dire tiens, la preuve en est, le pire de tous, c'est World of Warcraft qui a des ajouts, des modifications visuelles et tout. C'est encore plus compliqué pour Warcraft. Et ce genre de choses, mais c'est pas le pire de tous, dans le sens où c'est le plus bel exemple d'évolution en tout cas. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi. Et d'apport de fans. C'est pas que l'œuvre c'est pas que c'est pas fini en soi, c'est que c'est prévu pour être comme ça. Ouais, mais c'est intéressant justement qu'aujourd'hui, tu disais qu'on était dans une culture de fans. Je pense que le jeu vidéo a pris ce pli-là en disant
bah ok, on va le sortir de toute façon comme ça. Les mecs ils vont crier un petit peu, ils vont dire ouais, elle a pas assez de gros seins, la personnage principal, lui il devrait avoir des cheveux jaunes et machin. Et du coup ils disent bon bah au prochain patch on patch le truc. C'est l'avantage du jeu vidéo, c'est que d'un patch à l'autre il corrige des trucs. Si pour les jeux en ligne, c'est flagrant les trucs. Ouais, lui cette classe là, elle est un peu trop forte. Oui, et mais paf, il la nerf. oui, mais justement parce que les mecs ils ont les retours aussi de ce qui se passe. C'est pas tout à fait la même chose de parler de l'équilibrage d'un jeu que de parler de non. Enfin, si le jeu il est pété, que t'as des classes qui sont hyper voulu. fortes mais c'est pas forcément voulu. Les mecs quand ils veulent sortir un jeu équilibré et t'as quelqu'un qui arrive à exploiter un bug et qui est facile à exploiter et que tout le monde l'utilise, c'est pas voulu. Ouais. Je veux dire, enfin quand Square a sorti Final Fantasy VII, que tu avais le truc pour avoir des potions à l'infini et que finalement tu pouvais jamais crever, je suis pas sûr qu'ils aient prévu ça. C'était une feature. Ouais, donc, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais d'ailleurs, il on va sauver Iris plutôt. D'ailleurs, le problème, c'est qu'à l'époque, pour le corriger, c'était très compliqué de mettre des mises. C'était pas possible. Ouais, voilà. Aujourd'hui, alors que maintenant, tout est fait pour mettre des patchs. Il y a un patch Day One qui, de toute façon, parce qu'il est pas fini et qu'il y a des bugs de partout. Rien que quand je démarre, peu importe ma console, j'ai 4 mises à jour à faire. Non, mais tu vas pas me faire croire qu'un jeu comme Skyrim, par exemple. Mais c'est des jeux plus ambitieux. Ouais, mais ça change rien. Donc non, mais on n'a pas parlé des modes. Mais effectivement. Attends, des jeux plus ambitieux. Non, mais je veux dire, on parle pas de mode là. On parle du jeu qui sort qui est pas fini et c'est la communauté. Oui, qui est le mode. Qui sans le modder, hein. Enfin, des fois, c'est même pas. C'est un mode qui s'appelle debug. Le jeu, c'est là où ils sont très forts. Ça permet d'empêcher le jeu de cracher pour des conneries. Il y a un moment où là, tu peux pas dire que c'est une volonté de Bethesda. Non, c'est une volonté de Bethesda, c'est de sortir Elder Scrolls 5. On va s'en mettre plein les poches. Ouais, avec une durée de développement plus réduite possible. Voilà, d'ailleurs, les jeux, je pense qu'on pourrait en faire vraiment. Je pense on pourrait en parler. Je pense que le prochain, j'allais dire Skyrim, le prochain Elder Scrolls, donc Elder Scrolls 6, ça va être pareil, quoi. Les mecs, ils l'ont montré, tout le monde était ouh super après le succès de Skyrim. On va pouvoir attendre un petit moment avant d'y jouer parce qu'à mon avis ça va être buggé à mort. Comme toujours avec Bethesda. Voilà, ce que j'allais dire, Bethesda ils sont quand même champions pour ça. Non mais on en est à un point où les Bethesda ils sortent un jeu, on attend qu'il y ait un fan qui est sorti le debug. Ouais. Voilà où on en est. Donc c'est pour ça où je suis pas d'accord sur le terrain. Enfin, les jeux vidéo on en parlera dans un autre podcast je pense, mais pour moi c'est pas juste une vision. C'est pas une vision d'une œuvre dans ce cas. Enfin, il y a des jeux qui, pour moi, sont des œuvres à part entière et qui portent un message. Et ça, on en parlera plus tard. Mais clairement, là, c'est pas le cas. Non, mais je pense que, je vais reprendre vite fait l'exemple de Star Wars. Pour moi, il y a des gens qui ont râlé. J'en ai fait partie parce que la prélogie, pour moi, elle a pris ce qu'il faisait. Elle a pris ce que j'aimais dans la trilogie d'origine. Elle l'a retourné. Elle a fumé. et voilà, enfin. Et je me dis, quelque part, l'auteur d'origine ne respecte pas son œuvre. Donc ça me gêne pas que les fans râlent pour des trucs. Après, clairement, il y a des trucs où je comprends pas pourquoi on râle. La petite sirène est noire, c'est une sirène. C'est une sirène. Vous en avez déjà vu des sirènes? Qui a vu une sirène? Est-ce que quelqu'un peut lever? Ceux qui ont vu une sirène, lèvent la main. Personne. Mais si on s'en fout. S'ils avaient mis un autre acteur à la place de Mark Hamill pour Luke Skywalker, ça t'aurait pas perturbé? Peu importe sa couleur, on s'en fout, mais vraiment un autre acteur. Dans ce cas, si un peu, mais c'est Mark Wahlberg, ça aurait été pas mal. Mais non, mais pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Marc Lavoine. Et The Rock aussi. Tu vois, non mais tu peux prendre un truc con, ça me gênerait pas d'avoir Idris Elba en James Bond. Pourquoi? Parce que James Bond, il a déjà changé de tête. Alors que Luke Skywalker, il a pas trop changé de tête. C'est un peu particulier. Après son accident de voiture un peu plus, mais. En fait, il change de James Bond. Enfin, si tu veux, c'est vrai. Vous me fatiguez. Il change de James Bond. Tu repars à zéro à la limite. C'est pas le cas pour moi pour Star Wars. Imagine, malgré le dernier épisode où Carrie Fisher, globalement, elle est pas très en forme. Non, mais le prochain épisode, elle y est, on sait pas comment. Mais si on sait comment, mais on n'a pas de nouvelles. De toute façon. Imagine là après son décès, l'histoire aurait voulu qu'elle soit encore dans l'autre. S'ils avaient mis une autre actrice, est-ce que tu aurais pas été plus regardant que la petite sirène qui change de couleur ou le parce que t'es plus je te sens plus impliqué dans Star Wars que dans la petite sirène. Alors oui et je non. me tromper après. Il a des actions. Il a des écailles. Non, mais dans la mesure où c'est une suite. Ouais. Si tu veux, c'est plus compliqué, je trouve. Dans la petite copine, enfin l'amie d'enfance de Bruce Wayne, entre Batman Begins, qui est joué par l'ex de Tom Cruise, Cathy Holmes, je crois. Cathy Holmes. Exact. Et c'est Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ça y est,
C'est une autre actrice. C'est une autre actrice. Qui... Ça t'a pas gêné? Bah, c'est pas la même. Mais en soi, bon, bah, c'est passé, quoi. D'accord. Non, mais un changement de personnage, un changement d'acteur, c'est pas toujours. C'est parfois difficile. Harry Potter, Dumbledore. Oui, par exemple. Qui a changé entre le 2 et le 3. Entre le 2 et le 3 parce que l'acteur est décédé. Donc c'est plus compliqué toujours de le faire jouer. Non mais il y a il bouge moins bien, faut des ficelles et tout, c'est relou niveau technique. Franchement, c'est un peu lourd. Moi, je vais faire un court-métrage, j'ai appelé John Wayne, il a pas répondu. personnage, ça a toujours été, mais c'est vraiment plus acceptable dans des cas de décès, dans des cas comme ça, dans des séries, dans des trucs, le fameux Jean-Pierre dans Ma sorcière bien-aimée qui a changé, des choses comme ça. Il y a pas de, c'est pas trop le changement, je pense, c'est comme il est amené, tu vois, c'est toujours pareil, c'est que comme le changement est amené. Si tu sais, François Descraques, réalisateur du Visiteur du Futur, il disait il faut que ce soit justifié dans le scénar, mais juste une phrase, un truc, il change l'appart qui était son lieu de tournage principal, puisque il a fait cette web série dans son appart grosso modo, et du coup il change d'appart. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il laisse un carton en plein milieu dans le tournage, et il y a un gars qui rentre et qui dit ah, t'as pas fini de déballer tes cartons? Point. T'as expliqué pourquoi l'appart il a été changé, c'est tout. Et il n'y a pas plus besoin. Et c'est malin. C'est malin. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est ce que Patrick demande en règle générale, c'est ok, tu changes d'acteur, tu changes de machin, tu changes de truc, mais tu le justifies. C'est jamais un problème de changer les choses. Juste, dans le cas de Batman Begins, ils ont. Alors Damien me fait signe de couper parce qu'effectivement ça fait 1 heure qu'on a coupé. Je t'ai relancé en plus. Et j'étais en train de me dire. Pour la saison 2, on a pris des bonnes dispositions, on est reparti comme des cons. Mais dans le cas de Batman Begins et Dark Knight, l'actrice n'a pas voulu revenir, ils ont changé. C'est pas choquant, c'est pas non plus le personnage principal. Mais après, quand tu changes un truc, en une phrase, ça arrive à justifier le truc, c'est bon, c'est fini. C'est de la chirurgie esthétique. Oui, après tout. Non, mais là. en une phrase, en une phrase. Mais même, il aurait changé par une. C'est sa nouvelle copine ou enfin c'est Vicky Vane. T'as moyen de retourner le truc. Scénaristiquement, tu peux tout justifier. Il suffit de bien le faire. Et parfois, c'est bien dit. Après, t'as des facilités où le mec il rêvait, il se réveille, ce genre de trucs. Mais t'as toujours des trucs. Après, quand c'est bien justifié, François Descraques il l'a bien défini. Et je trouve que excellent. Si tu nous écoutes, François, tu es bien vieux. Mais je trouve que quand c'est justifié, il y a aucun problème. C'est juste ça. Et là, par contre, là où je rejoins Nico, c'est qu'aujourd'hui, avec Twitter, avec tous ces formats-là, aujourd'hui, t'es obligé de te justifier pour tout, même pour des choses qui n'ont pas à être justifiées. Je pense que J.K. Rowling, elle s'est justifiée à peu près sur tout les théories de. Elle a dû valider tout, quoi. Elle avait sa checklist, elle dit bon, ça c'est validé, Dumbledore il est gay, ok, ça c'est validé, machin, et c'est validé. Ça fait chier pour tout le monde parce que, comme dit, il y a un moment où tu fais une œuvre, t'essayes de faire kiffer les gens, de divertir les gens, de gagner ta vie aussi. Et qu'il y a un moment où je pense qu'il y a des auteurs qui le vivent très bien, comme il y en a qui le vivent bien, comme Martin pour A Song of Fire and Ice, donc Martin à la plage, Martin. Exactement. Plus sur Martin comme ça. Non, du coup J.R.R. Martin qui lui en fait il fait son truc et puis il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air s'en battre les couilles et il a peut-être raison. Finalement, c'est pas lui qui a raison. C'est voilà, j'ai fait ça et puis voilà. Après, c'est toujours, on en reparlera vraiment dans un autre podcast, je pense, on va vraiment le faire, c'est est-ce que l'œuvre appartient à son auteur à partir du moment où il a transmis? Je suis pas convaincu, moi, que ça soit vraiment ça. Mais ok. Non, mais là, pour le coup, on en a très peu parlé, finalement. Ouais. Et voilà, quoi, c'est, pour moi, c'est, quand tu crées un univers, si t'arrives pas à le rendre cohérent, pour moi, c'est ça le problème de George Lucas. En fait, c'est juste un problème de cohérence. La prélogie est pas cohérente avec la trilogie. Et d'ailleurs, ils parlent pas du tout des midi-chloriens dans les nouveaux Star Wars. C'est pas, à mon avis, c'est pas pour rien non plus. Ils ont compris qu'il y avait des trucs qui posaient problème. Ils veulent pas se prendre la tête avec ça. Et ils se sont dit, on va continuer, on va faire notre truc, on fait notre beurre et puis nous faites pas chier. Et voilà. Donc, voilà. Après, comme je disais, voilà. Il y a des trucs bien dans le fait que les fans s'investissent aussi. Parce que moi, je pense, à titre personnel, que ça appartient un petit peu aux fans aussi, malgré tout. Même si c'est pas eux qui produisent. C'est aussi, ça leur appartient aussi. Et d'un autre côté, effectivement, la petite sirène noire s'en bat les couilles. Enfin, elle est noire, c'est pas grave. Ça empêchera pas le film de. Je passe bon. Ça empêchera pas le film d'être bon. Enfin, de toute façon, c'est un choix d'actrice avant d'être un choix d'acteur. Après, étant donné que c'est un remake de Disney, je suis pas sûr que les trucs soient bons, mais voilà. Toujours est-il que ça sera
pas de la faute de l'actrice ni de la couleur de sa peau si le truc est bon ou pas bon. Enfin, ça peut être la faute de l'actrice parce qu'elle est pas bonne, mais c'est pas la couleur de sa peau qui va définir ça. Merci Patrick pour ce moment D'ouverture d'esprit. Et donc, on peut vous retrouver, messieurs? Eh bien, on peut retrouver Nico chez lui, je crois. Alors, chez moi, toujours. J'ai pas déménagé, toujours là. Voilà, pour le moment, on peut aussi vous retrouver chez moi. Oui, c'est vrai. En partie, mais le temps que le truc sorte, à mon avis, on sera plus là. Alors, je ressors tout doucement des vidéos. Waouh, j'ai vu ça. Tout Et doucement, qu'est-ce qu'on a très vu tout doucement. Du coup, On a vu ma tête. On a vu ta tête sur les Ça arrivera internets. peut-être pas souvent, si je vous réfléchis. êtes curieux, vous voulez savoir à quoi il ressemble, parce qu'avec Patrick, on ne montrera pas la nôtre, clairement. Et ben, vous pouvez aller sur Jeux de Daron, du coup. On va teaser comme ça, les gens vont venir. Toujours Jeux de Daron. Hein. On va peut-être montrer les nôtres, justement. Ah, putain. Ah, merde. Bon, donc en attendant, Toujours pour Jeux ceux de qui veulent Daron, voir ça sort tout doucement des vidéos, tout doucement. Je reprends un rythme vraiment à mon rythme cette fois. Je fais plus un par semaine ou un tous les 15 jours, c'est trop compliqué, j'ai trop de projets en cours. Ça sera une vidéo par an. En Jeux de Daron, donc. Jeux de Daron, toujours. Sur YouTube. Et vous? Moi, j'étais en pause. J'étais en pause, juste fais-le. Mon podcast d'inspiration, tout ça, avec des gens. Je suis en organisation là, avec les futurs invités. J'ai déjà des gens qui sont bouclés. Et ouais. Mais j'ai rien sorti depuis. Ça fait plus d'un mois. Pareil que personne ne me crie sur les réseaux de revenir. Donc on est. Ce qu'ils attendent sagement. Ouais, je pense qu'on a une communauté très discrète, très bienveillante, très bienveillante et très discrète. En attendant, ça me fait toujours plaisir et vous pouvez écouter les anciens épisodes et puis je suis sur Twitter à JFL_podcast si vous voulez me parler directement et puis si vous voulez parler au podcast. Donc on ouvre une parenthèse. Patrick, on sait qu'on peut nous retrouver sur Twitter, sur Instagram. Je me rappelle plus, ça doit être OUP Podcast. OUP Podcast, un truc comme ça, sur Twitter et Instagram. Ça a l'air pas mal. Sachant que Patrick a repris le Inktober. J'avais dit que je le ferais pas. Et du coup, le thème était cool cette année, donc voilà. Je le ferai peut-être pas complet parce que j'ai aussi on peut voir ses dessins, activités. Peut-être un petit Instagram ou un truc comme ça. Alors je le fais que sur Instagram, c'est sur El Patoche O. Et non pas El Patoche. Pour tous les Portugais qui nous écoutent. Voilà. Sachant que le premier thème rapproche une thématique qu'on a abordée ce soir et un personnage qu'on a abordé ce soir dont on n'était pas content de son design. Il faudrait qu'il soit bleu. Ouais, effectivement. Donc pareil, on tease comme putain. Là, on est vraiment incroyable. Les gens si les gens viennent pas sur vos. Si on n'a pas au moins 7 vues. Peut-être que mes followers sont nos abonnés. Et puis je crois qu'on va laisser tout le monde reprendre leurs activités normales, comme dirait un certain PPDA en guignol. Exact. Et puis manger des pommes. Et puis voilà, Patrick, merci. De rien. Je vous en prie. Et puis à bientôt. J'ai envie de vous dire. Très très bientôt. À très bientôt. Allez, bisous. Restez positif. Et restez positif, évidemment. Yeah.